Bonsoir, rebonsoir. J'attendais le feu vert de la régie. On peut applaudir Gwen, d'ailleurs. En fait, j'ai dit la régie, mais c'est pas tout à fait juste, puisque Gwen, ce soir, va filmer nos échanges. On teste une nouvelle installation multicam, il y a des caméras partout. Elles sont pointées sur nous, hein, je vous rassure, donc on ne vous voit pas, vous restez dans l'ombre. Pour avoir voilà, des images de la soirée. Et... Voilà, alors, on va commencer. J'ai mon petit copion ici. Ah, j'ai oublié quelque chose, j'arrive. Voilà, me revoilà. Je vais devoir être multitâche ce soir. Donc, alors, bienvenue chez Bibi. Je vais quand même prendre le temps de vous expliquer en 2 mots ce que c'est chez Bibi, parce qu'il y en a pas mal qui viennent pour la première fois, donc c'est chouette. Donc moi, je suis Colienne. Je suis une des cofondatrices du projet. Le projet, c'est quoi? C'est, à la base, c'était reprendre le café du village. Donc ici, vous êtes dans un ancien café qui a ouvert en 1928. Donc en 2028, on fêtera les 100 ans. Et donc, à la base, Gwen et moi, on a repris l'établissement pour le faire revivre, le moderniser. Et maintenant, il y a toute une série de personnes qui s'activent avec nous pour dynamiser ce lieu à travers toute une série d'activités. Il y a tout le volet Horeca, donc avec les bonnes choses que vous avez mangées ce soir. J'espère que ça vous a plu. Donc, on a toute l'équipe Horeca qui est là du mercredi au dimanche pour vous proposer des bonnes choses à manger, à boire, avec un maximum de produits de la région, du fait maison. Et puis à côté de ça, on a tout le volet plutôt animation, activité, dont l'objectif est de créer du lien. Donc voilà, par exemple, ce soir, le premier Bibi Talk. Voilà. Mais sinon, il y a aussi tout un programme d'activités que voilà, vous pouvez suivre sur les réseaux. On a des soirées jeux de société, on a des rencontres échecs. On a des soirées puzzle, on a des ateliers de toutes sortes qui se passent à l'étage. On a aussi régulièrement des mercredis, les mercredis cosy, on appelle ça, c'est plutôt pour les publics, pour les enfants, des animations, des contes, goûters, etc. Donc voilà, j'ai fait le tour par rapport à ça. Mais donc je vais vous présenter notre invité du jour. J'ai mon petit texte, mon petit copion. Alors, donc ce soir on accueille Élodie. Élodie Wéry, elle n'est pas venue seule, elle est venue accompagnée. Mais dans un premier temps, on va accueillir plutôt Élodie et puis elle sera rejointe après. Donc Élodie et moi, on se connaît depuis longtemps en fait, puisqu'on est toutes les deux wépionaises. On s'est croisées pas mal de fois, mais sans se connaître vraiment. Donc je vais aussi découvrir certaines choses de sa vie avec vous ce soir. Pourtant, parfois, je me dis qu'on s'est peut-être croisés dans une autre vie ou qu'on a des gènes en commun, parce que je crois qu'on a pas mal de points communs. Femme de caractère, avec une forte personnalité, audacieuse et ambitieuse. Mais là où Élodie m'a souvent bluffée, c'est dans sa capacité à rebondir, s'adapter, se réinventer. On peut la qualifier de pionnière, et je pense qu'un de ses mots-clés est « oser ». Quand je lui ai proposé de participer à ce premier Bibi Talk qu'on allait organiser, elle a évidemment tout de suite dit oui. Donc j'en étais très heureuse. Par contre, je lui ai dit qu'elle ne devait rien préparer. Donc elle m'a dit elle-même que ça la changeait, elle qui aime bien organiser, etc. Donc elle m'a fait confiance. Merci pour ta confiance. Et donc elle ne sait pas grand-chose de ce qui l'attend ce soir. Donc je suis ravie de l'accueillir sur notre scène pour un moment de partage authentique. Alors je vous demande de vous lever et un tonnerre d'applaudissements pour Élodie. Bienvenue, ça va? Merci. Tu peux te tourner un petit peu vers à 3/4. Non, tu ne dois rien appuyer. Ça fonctionne?
Gwen, tu entends? Ouais, nickel. Voilà. Vous entendez bien Élodie? J'ai le cœur qui bat très fort. Je suis un petit peu impressionnée. Bienvenue sur la scène de chez Bibi. Merci. Je suis ravie de te recevoir. Alors, j'ai prévu un petit programme que vous allez découvrir au fur et à mesure. Donc, il y aura de la musique, il y aura des images. Donc, on va commencer avec le premier thème de lettre, en commençant par le commencement. Ta naissance, ton enfance, ton adolescence. Donc, en illustration, on a une petite photo. Bon, c'est pas toi. Tu peux nous dire qui c'est sur la photo? C'est Salomé. Et je me souviens que cette photo a été prise devant la dernière maison qu'on a rénovée. C'est la petite maison. Elle venait avec nous sur le chantier et elle jouait dans les flaques pendant qu'on gérait le chantier. C'est un souvenir que j'ai. Ah ben voilà. Oui. Donc j'ai un peu fouillé sur les réseaux. Je n'ai pas trouvé de photos de toi enfant. Mais donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment tu étais quand tu étais petite fille? Est-ce que tu aimais aussi sauter dans les flaques? Oui, et c'est marrant parce que je pense que Salomé et moi, on a beaucoup de points communs. Moi, je suis née en 84, donc j'ai eu 40 ans l'été, juste avant de partir en voyage. Je suis née en juillet, donc je suis Lion, pour ceux que l'astrologie intéresse. Je suis un beau stéréotype de Lion. Je suis née dans une famille de 6 enfants, donc je suis la 4e. J'ai 4 sœurs et un frère, donc voilà, c'est très, très féminin chez moi, à Profondeville, dans le Namurois donc. Et j'ai toujours eu un caractère plutôt bien trempé. Je pense que je suis un peu... j'ai un peu porté l'image du mouton noir ou de celle qui essaye de sortir des rangs. Voilà. Tiens, c'est bizarre ça. Oui. Et donc à l'école, comment ça s'est passé pour toi à l'école? J'ai adoré l'école. J'étais très scolaire. J'adorais l'école. En fait, j'ai toujours adoré apprendre. Donc voilà. J'adorais l'école dans laquelle j'étais. C'est Saint-Louis à Namur. J'y suis restée 12 ans. J'ai très, très bons souvenirs de cette période-là. Période à laquelle j'ai rencontré Thibaut, donc déjà très jeune, où je me suis fait toutes mes amitiés. Donc pour moi, l'école, c'était plutôt un bon souvenir. Oui, bonne élève. Ouais, j'étais une bonne élève. Ouais, j'adorais ça. J'ai toujours aimé la compétition et réussir. Et donc c'était un moyen de réussir certainement l'école. Ouais. J'étais reconnue pour ça et j'étais appréciée pour ça et donc encouragée. Et donc voilà, j'étais dans une bonne énergie scolaire. Et après, du coup, les secondaires... Je suis partie à Bruxelles faire mes études. J'ai fait une licence en communication. Je voulais être journaliste. J'ai coté, comme on dit en Belgique pour les Français. Les deux Français. Coté, vous connaissez coté? Un cote, c'est un logement d'étudiants. Donc on dit j'ai coté. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. J'ai coté 2 ans. Et puis très vite, j'ai emménagé avec Thibaut. On était déjà en couple et je n'aimais pas Bruxelles. J'ai très vite compris que la ville n'était pas faite pour moi. Et donc, je suis revenue dans mon petit Namurois et on a eu notre premier appartement. Et puis, en fait, j'ai démarré ma vie très vite puisqu'on était déjà en couple, qu'on habitait déjà ensemble. Je n'avais pas encore terminé mes études. Et donc, j'ai fait mes 2 années de licence en faisant les trajets tous les jours jusqu'à Bruxelles. Et puis, j'ai fini mes études et on a acheté notre premier bâtiment. Alors, n'allons pas trop vite, on va y venir après. Et alors, tu as eu un peu des modèles d'entrepreneurs dans ta famille et tout ça, ou c'était quoi le contexte? Pas dans ma famille. Professionnel autour de toi? Mon papa a toujours été absent, donc lui, il n'a pas fait partie des modèles. Ma maman était enseignante, elle n'a jamais aimé son métier, donc je n'avais pas du tout de modèle d'indépendants ni de gens qui aiment leur travail. Je crois que c'est d'ailleurs ça qui m'a poussée à faire quelque chose qui me faisait du bien et qui me faisait plaisir. Je ne voulais pas faire quelque chose qui ne me rendait pas heureuse. Et j'ai très vite compris qu'en me frottant au secteur du travail, j'allais pas trouver ma place. Ça a été très délicat, mon entrée dans le monde du travail. À l'époque, on faisait encore les licences en 4 ans. Donc à 21, non, même pas 22, j'étais déjà licenciée. Et je suis arrivée dans le monde du travail. Et là, je me suis dit, ça va jamais aller. Je ne comprenais pas pourquoi je devais respecter un horaire alors que mon travail était fait plus vite que ce qui était prévu. Je ne comprenais pas pourquoi je devais rester assise dans un espace de bureau alors qu'on pouvait faire plein de choses dehors. Je n'acceptais pas l'autorité d'un patron, mais ça, c'était déjà quelque chose que j'avais compris avec l'autorité en général, mais celle-là a vraiment été très difficile à digérer.
Et donc j'ai compris que j'étais pas du tout faite pour le monde du travail classique. Ça c'est le côté mouton noir Oui. qui a du mal avec les normes. Mais pourtant à l'école tu respectais quand même les profs et tout Oui, ça. oui. Donc l'autorité des Mais vu profs, que ça j'étais allait. très, très douée, très scolaire, je pouvais faire Ça va- beaucoup de choses parce que tout m'était toujours un peu excusé. Quoi. Ok, Voilà. ok. Mais dans le monde du travail, ça n'a pas fonctionné comme ça. Et donc, voilà, je me souviens que après 2 expériences difficiles où je m'étais beaucoup confrontée aux collègues, au rythme et à l'autorité, j'ai appelé Thibaut qui est venu me rechercher. Je me souviens, tu travaillais à Wavre à ce moment-là. Et il est venu me rechercher parce que je ne pouvais plus rester là, j'étais vraiment pas bien. Et il m'a dit, mais quand est-ce que tu vas comprendre que tu dois créer ton travail? Parce qu'il n'existe pas un travail dans lequel tu vas t'épanouir. Ce n'est pas toi qui as un problème, c'est le monde du travail qui n'a pas assez évolué et tu ne trouveras pas ta place. Et donc c'est là, comme ça que j'ai Oui, décidé d'arrêter en fait, de travailler pour quelqu'un et que le projet d'indépendant est né. C'est ça. Et donc on comprend déjà à quel point Thibaut a joué un rôle important dans tout ça. Peut-être un petit peu en coulisses à certains moments, mais... Ok, alors, pour un petit peu aller plus loin pour savoir qui tu es, je vais vous inviter à aller sur Kahoot pour faire un petit sondage. Alors. Vous allez recevoir un code PIN en fait qui va apparaître sur l'écran ici que vous devez rentrer dans l'application. Voilà, donc c'est le 441 203. Donc on est en attente de joueurs. Oui, participer. Il faut appuyer sur les 4 icônes, participer. Voilà, on a Hélène. Hélène, elle est où Hélène? Ah voilà, salut Hélène, merci. Alors, où sont les autres? Vous arrivez? Ah, voilà, Lolo. Où est Lolo? Ah, bonjour Lolo. Céline, elle est là. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont en train d'arriver? Ah, les lumineuses. Elles sont où les lumineuses? Ah, voilà. Et Laurie? C'est un mélange de prénoms. Ah, voilà. Aurélie. Voilà, bonjour, bienvenue Aurélie. Alors, est-ce qu'il y en a encore qui veulent arriver? Sylvie, tu t'en sors? Tu arrives? Ok. Alors, on va laisser le temps à Sylvie de s'inscrire. Les Picards! Ah, nos amis les Picards! Salut les Picards! Alors, est-ce qu'il y en a encore qui sont en train d'installer? Ah oui, oui, mais vous avez raté le moment où j'avais dit de télécharger l'appli tout à l'heure. Allez, on vous laisse encore quelques secondes, hein, les amis. Oui, ça ne marche pas. Sinon, vous pouvez vous joindre à Céline. Hein. Bon, Sylvie, est-ce que tu te joins à l'équipe d'à côté ou... Ça ne... Ah oui. Bon, Sylvie, on t'attend ou pas? Non? Tu vas participer avec tes voisines? C'est pas grave. Donc, on a Bensof. C'est qui Bensof? Ah, salut. Ah oui, oui, voilà, je me souviens. Bon, ben voilà, on va y aller, hein, du coup. Vous êtes prêts? Donc, vous allez faire c'est un petit sondage. C'est aussi pour toi, du coup, de voir. Ah, Sylvie, tu es là? Syl. Bienvenue, Syl. On peut applaudir Sylvie, s'il vous plaît. Bravo. Ah oui, une tête de mort. Bon, alors pour info, Sylvie, elle fait partie de la Bibi Team, hein, puisqu'elle fait le service tous les vendredis soirs chez nous. Elle habite à Folletombe, donc voilà, vous la croiserez si vous revenez.
Alors, du coup, on va y aller. Donc, on va faire un petit sondage. Voilà, c'est parti. Voilà, quiz Bibi Talk Elodie. 3, 2, 1, ça commence. Alors, la première question. Si Elodie était un animal, elle serait un lion, un dauphin, une marmotte, une fourmi. Donc, bon, elle nous a dit que son signe astrologique était lion, mais ça ne veut pas dire qu'elle serait un lion si elle était... Bon, donc, il vous reste 10 secondes pour voter, hein. Alors, 7 personnes ont quand même voté pour un lion et une personne, une marmotte. Qui a voté pour une marmotte? Alors, tu dors beaucoup, Hello? Ah, j'adore dormir, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, hop. Bon, comment je pourrais aller à la suite? Ah, mais moi, j'aurais choisi lion, c'est sûr. Je vois rien avec le spot, là. Voilà. Donc les scores. Pourquoi ça marche pas? Ah, il y en a qui n'ont pas voté? Parce que c'est dauphin la bonne réponse. Ben oui, moi j'avais mis dauphin. Ça alors. Mais oui, mais j'ai hésité. En fait, oui, du coup, moi j'ai mis mes propres réponses. Donc l'idée c'était de challenger avec vous. Ah, voilà. Moi j'avais mis dauphin parce que j'ai suivi que tu avais nagé avec des dauphins et que tu avais trouvé ça extraordinaire. Donc je me dis peut-être que tu t'es prise pour un dauphin. Mais toi tu aurais choisi quoi du coup? J'aurais pas choisi dauphin parce que l'eau n'est pas mon élément du tout. D'accord. Je suis très mal à l'aise quand je dois aller dans l'eau. J'ai très peur quand j'ai pas pied. Enfin, c'est un vrai stress pour moi. Je me suis dépassée en voyage pour effectivement essayer de faire un maximum de snorkeling. Mais mes enfants sont beaucoup plus à l'aise que moi dans l'eau et Thibaut aussi. Donc j'aurais pris lion parce que j'adore les félins et que oui, je m'identifie assez fort à cet animal. Et qu'est-ce qui t'attire dans cet animal? C'est le roi, c'est celui qui va leader son groupe. J'aime beaucoup cette énergie-là. Bien que, pour la petite anecdote, ce ne sont pas du tout les lions qui dirigent, ce sont les lionnes. Hein. C'est ça. Les oui, lions, oui, tout à fait. Les lions ne font absolument rien à part dormir, manger. Et on a pu le constater en Tanzanie quand on a vu les lions. Ils sont vraiment très paresseux. Ce sont des animaux. Voilà, ce sont les lionnes qui chassent, ce sont les lionnes qui s'occupent des petits, etc. Donc on va dire lionne, ok? D'accord, lionne. Ok, allez, une lionne. Allez, on continue. Je suis désolée, mais j'ai le spot. Donc je suis dessus. Donc je vote. Si voilà. Alors, question suivante. Si Elodie était un élément, elle serait le feu, l'eau, l'air ou la terre? Allez, il reste 20 secondes pour voter. Donc, bon, 8 personnes ont voté le feu et un groupe a voté la terre. Et toi, tu aurais choisi quoi? J'aurais choisi entre le feu et l'air. Feu spontanément, mais en même temps, dans tous les exercices de développement personnel que j'ai déjà fait, l'air revient beaucoup. Parce que je suis toujours en mouvement, parce que je parle fort, parce que je bouge mes bras. Par exemple, dans les systèmes vestimentaires, etc., on peut utiliser aussi les éléments. J'étais beaucoup plus air aussi, donc je dirais entre les deux. Mais a priori, feu me correspond quand même plutôt bien. Un lion en feu, on va dire. Ça déménage. Alors, on continue. Du coup, voilà, les points commencent, parce que je crois que j'avais mis feu aussi. Donc, Ce qui est très drôle, c'est que Thibaut, il aurait été dauphin et eau. Ah oui, donc, c'est ça. Vous avez déjà vu le dessin animé avec l'eau et le feu, là? C'est comment Oui, élémentaire. Oui. Eh ben, c'est vraiment nous. C'est vraiment le feu et l'eau, c'est vraiment ça. C'est super drôle. Voilà. Alors, ensuite, question suivante. Quel est le plat préféré d'Elo? Je le sais même pas moi-même. Ah oui, mais il y a des suggestions. Pizza, raclette, frites, bonne salade.
Bon, moi, j'avais pas les réponses, donc j'ai mis ce que moi je pensais. Hein, mais donc, alors, 10 secondes. Non, j'ai pas mis les pâtes, c'est vrai, les pâtes, c'est la vie. Alors, ah ben là, c'est un peu plus réparti. Pizza, majorité raclette, des frites, pas de salade. Pas de salade. Non. Tu aurais choisi Blaise dirait, notre fille, je ne suis pas un lapin, je mange pas de salade, mais je devrais peut-être en manger plus en vieillissant, je me rends compte quand même que ça devient important, mais non, franchement, j'aurais choisi frites. Frites. Ah, j'avais mis frites. Je me suis dit, t'es quand même Une bonne frite. belge. Et une bonne belge, et on a la meilleure friterie de Belgique dans notre village, ça s'appelle Lève ta frite, et donc on en est très fiers, quoi. Tu vois, c'est une richesse culturelle. Et est-ce que tu aimes ton pays, la Belgique? Ah oui, beaucoup. Tu te sens belge Et on ne s'est jamais senti aussi belge que depuis qu'on est revenu. Ah oui. C'est ça qui est drôle. Ouais. Il fallait partir pour encore plus oui. l'apprécier. Alors, c'est la dernière question de ce petit quiz spécial Hello. Donc là, les points continuent. En tête, Aurélie. Bravo. Bon, en soi, c'est pas nécessairement les bonnes réponses, mais c'est qu'on pense pareil. Donc, voilà. Alors, hop. Et la dernière question. Si Élodie était un paysage, elle serait une montagne, un paysage de montagne. Elle serait plutôt la mer, la campagne ou les forêts. La forêt. De ce que vous connaissez d'elle, de ce que vous percevez d'elle, parce que j'imagine qu'il y en a qui la connaissent bien, il y en a qui la connaissent moins bien dans la salle. Alors, il reste 5 secondes pour vous décider. Je suis une énigme. Alors, voilà les votes. Un groupe a voté montagne, 2 la mer, étonnant vu que tu as dit que tu n'aimais pas trop, que c'était pas ton élément, mais majoritairement du coup la campagne et un groupe la forêt. Et donc mais en fait, oui, campagne c'est sûr. D'ailleurs, j'avais été surprise quand j'avais été voir la signification du prénom. Je vous invite à le faire, allez voir un jour que veut dire votre prénom parce que c'est pas un hasard. Et Élodie, il y a une autre Élodie, t'as déjà été voir? Moi j'avais retenu fleur des champs. Et je m'étais dit, c'est tellement ça, quoi, une fleur sauvage dans les champs. Et donc, oui, j'aurais mis campagne. Mais, par contre, je n'aime pas être dans l'eau, mais je ne suis jamais aussi apaisée qu'en bord de l'eau, en bord de mer, par exemple. D'accord. Donc, c'est ce qui me manque le plus depuis que je suis rentrée, c'est l'eau. Donc, mais pour y tremper les pieds et me baigner, pas pour aller plonger, quoi. Ouais. En tant que bonne lionne en feu que tu es, tu adores faire bronzette? Ah, j'adore, ouais. Quand même, tu sais te poser, du coup. En fait, en voyage, tu bronzes en bougeant. Oui. Mais non, je vais pas spécialement me... Un peu. Si j'ai un bon livre, je peux. Si j'ai un bon livre. Mais pas sans rien faire. Oui, c'est ça. Pas juste pour... Non. Voilà, ne rien faire. Non. On n'a plus le temps, de toute façon. Ça n'existe plus, ce temps-là. Ça dépend des gens. Ok, merci pour votre collaboration à ce petit quiz. Comme ça, tu peux percevoir aussi un peu comment les gens te voient. Alors, on va passer à la suite. Donc, je suis avec ma technique en même temps. Je vais fermer parce que... Non, je ne suis pas censée sortir du cadre, mais... J'arrive pas à sortir. Voilà. Alors... je vous ai pas donné vos points. Attends. Qu'est-ce qu'on gagne? C'est ça qu'on veut savoir. Un gros bisou d'Elo à la fin. D'accord. Voilà, le podium. Donc, les lumineuses en 3e position. C'est trop drôle. Les picards en 2e position. Et premier, attention, roulement de tambour. Aurélie! Bravo! Ah voilà. Aurélie. Mais c'est quelle Aurélie? C'est cette Aurélie-là. Parce qu'il y a une autre Aurélie-là. Alors voilà, bravo, félicitations. Ah oui, le bisou. Aurélie, tu peux venir chercher ton bisou. Faisons-le jusqu'au bout. On ne s'ennuie pas au moins. On ne peut pas dire que... Hein? Oui, c'est ça. Il y a ma chaise qui tourne, je ne sais pas pourquoi. Hop. Je dois avoir la fesse gauche plus lourde, je sais pas. C'est vraiment bizarre. Juste
censée avoir d'autres photos, mais pourtant... Tu recliques dessus. Ah, voilà. Donc ça, c'était le côté encore enfant en toi. Donc j'ai l'impression que même en étant adulte, tu es toujours une grande enfant, non? J'espère qu'on est tous encore un peu enfants, oui. Je crois que depuis le passage à la quarantaine, j'ai une vraie obsession de revenir beaucoup plus à ça, effectivement. Oui. Oui, beaucoup plus d'amusement. Alors, avant d'arriver jusqu'à la quarantaine, on va quand même parler un petit peu de la suite de ton parcours. Donc, on était arrivé à tes études. Après ça, on va arriver à Élodie qui se lance dans la vie active. Donc, comment ça s'est passé? Donc, tu nous as dit que tu avais assez rapidement senti que le métro boulot dodo dans un boulot classique, ça ne te convenait pas. À ce moment-là, tu as fait quoi comme boulot, du coup? J'ai travaillé pendant 1 an dans une entreprise qui faisait de la collecte de données pour l'immobilier commercial. C'était assez spécifique. J'étais censée faire la communication. Et puis, j'ai travaillé dans l'école dans laquelle j'avais grandi, donc à Saint-Louis, où j'ai fait du travail de secrétariat, mais aussi de la remédiation en français, et j'étais éducatrice volante pour les élèves. Et j'adorais le contact avec les enfants et les jeunes, en fait. C'était ça qui me plaisait. Et c'était très confortable parce que c'était tout près, et j'étais enceinte des jumeaux. Et donc, ça a été 2 années un peu bizarres parce que j'étais enceinte des jumeaux, puis arrêtée, puis je me suis occupée d'eux. Et donc, j'ai travaillé en alternance, en fait, et ils ont été bien gentils de me garder pendant tout ce temps-là. Et puis à un moment donné, à la naissance d'Aurélien, là j'ai vraiment arrêté de travailler pour quelqu'un d'extérieur et je me suis mise comme indépendante. C'est ça, donc tu avais déjà partagé aussi tout ce qui s'est passé dans ce chamboulement quand tu es devenue maman, tu as eu 3 enfants en 2 ans. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette traversée-là, ce challenge-là? Ça me semble loin maintenant, mais pourtant oui, ça a bien marqué le processus. Donc à 23 ans, donc ça faisait déjà 6 ans qu'on était en couple, donc notre histoire n'était pas récente. Moi je savais que je voulais des enfants tôt. À ce moment-là, on m'a dit vous n'aurez pas d'enfants, problème de stérilité, etc. Donc ça m'avait vraiment fort impactée. Et puis elle m'a dit mais on peut peut-être quand même intervenir, mais vous décidez si c'est maintenant ou si vous laissez faire les choses et que vous attendez. Parce que ce type de problème peut se résoudre avec les années. En approchant de la quarantaine, vous aurez peut-être des enfants naturellement sans se faire intervenir la médecine. Et on était d'accord sur le fait que non, on voulait les enfants en premier. En fait, c'était la première chose qui comptait dans notre histoire, c'était ça. Donc, on a fait les traitements, d'où les jumeaux sont arrivés. Ça a été une belle surprise. En plus, fille-garçon, donc c'était parfait. Et puis en fait, Aurélien est arrivé après, naturellement, un peu à un moment impromptu, quelques mois seulement après. Donc on était fort surpris et en même temps contents, c'était bien. Et en fait, Capucine, qui est donc la jumelle, à 1 an a eu un problème de santé, qui est en fait simplement une grosse pneumonie, mais qui a été considérée comme une pneumonie gravissime et qui l'a plongée dans le coma, qui l'a fait hospitaliser plusieurs semaines, etc. Et ça a vraiment été un cap, je pense, dans notre histoire. Je pourrais en parler des heures, mais ça a vraiment été un déclencheur parce que je me suis dit, si elle survit à ça, plus jamais je ne gaspillerai une seule minute de mon temps pour faire quelque chose qui n'est pas dans la direction que je veux vraiment donner à notre existence. Ça paraît très philosophique, mais je m'étais vraiment fait cette promesse-là et elle s'est remise. C'est une battante, même si elle était toute petite, toute frêle, elle s'en est très bien sortie. Et donc, en rentrant de l'hôpital, j'ai appris que j'étais enceinte. J'étais là, mais c'est pas possible, mon Dieu, le ciel me tombe sur la tête. Mais Thibaut m'a dit, on en aime 2, on pourra en aimer 3. Je me souviens, il n'y avait pas de problème. Et donc, on s'est lancé là-dedans et on s'est retrouvés très vite complètement noyés, comme vous pouvez imaginer. C'était beaucoup. Là, j'ai vraiment décidé de stopper en fait mes activités professionnelles à l'extérieur parce que ça me coûtait plus cher de faire garder 3 enfants que de travailler. En fait, à un moment donné, ça n'avait plus d'intérêt. Capucine devait être suivie de près au niveau pneumo, donc elle ne pouvait pas aller en crèche et le démarrage a été beaucoup plus long. Et en fait, c'est dans cet intermédiaire-là où j'ai été contrainte de rester à la maison avec les 3 que mon activité professionnelle est née. Et ça a découlé directement de la situation d'encombrement matériel dans lequel on a été, parce que 3 enfants en 2 ans, parce que dépassés par tout ce qui nous arrivait, parce que voilà. Et en fait, il nous a fallu de l'argent, c'est aussi simple que ça, puisque j'ai arrêté de travailler, donc on ne vivait plus que sur un salaire. Et en fait, on est passé de 2 salaires pour nous 2 à 1 salaire pour 5.
Donc évidemment, la balance était complètement déséquilibrée et je me suis dit, je vais revendre toutes ces choses qui ne servent plus dans ma maison, toutes ces choses qui très vite deviennent obsolètes quand les enfants grandissent, même de quelques mois, hein, ça va très très vite à cet âge-là. Et en fait, j'ai démarré comme ça en me disant, mais il doit y avoir d'autres gens qui ont déjà vendu, donné, comment ça marche. Et en fait, j'ai vidé. C'est devenu une obsession. Ce sentiment-là de se dire, oh, c'est trop gai de pouvoir vider toutes ces affaires. En plus, je récupère de l'argent, je peux réinvestir ça intelligemment dans ce dont on avait vraiment besoin. Et puis du coup, on est parti sur les vêtements de seconde main, on est parti sur tout ce qui était brocante. Enfin, on a changé notre fusil d'épaule, mais parce qu'on n'a pas eu le choix et c'était très bien. Et en fait, on n'a plus voulu revenir en arrière après. Et je me suis dit, il faut que je partage ça, parce qu'on était à un moment vraiment charnière de notre vie où c'était compliqué et on s'est senti beaucoup mieux dans notre couple et dans notre vie après avoir vidé la maison. Et je me suis dit, mais je dois pas être la seule à vivre un truc comme ça, c'est pas possible. J'ai commencé à en parler autour de moi et j'ai vu qu'il existait un métier qui s'appelait Home Organizing, un métier qui venait des États-Unis. Et je suis partie, pour la première fois, j'ai laissé les 3 petits à Thibaut, je m'en souviens, pour aller à Paris, me faire former. Tu avais quel âge là 27 ans. Et les enfants Aurélien avait même pas 6 mois. Hein. Ah oui, c'est donc ça. 2 ans et demi et 6 mois. Ouais. Donc c'est vraiment pendant cette période, la toute petite enfance de tes enfants, que tu as fait tout ce tri, de t'alléger de plein de choses, et que tu as découvert ce métier. Du coup, là, j'ai mis un petit souvenir un article de presse à l'époque. Je me dis, quand je voyais ces photos, j'ai dit, tu étais toute jeune, entre guillemets. Oui, c'était même jeune pas 30 quand même d'oser te lancer comme ça. Et donc, tu es partie te former à Paris. En fait, j'avais rien à perdre. J'avais plus de salaire. J'avais pratiquement plus de chômage parce que le chômage est dégressif. Donc, on vivait bien sur un salaire, en fait. Et donc, je n'avais pas d'inquiétude. Je me disais toujours, au pire, je réussis, je gagne de l'argent, mais je n'avais rien à investir. C'était une activité manuelle, mais qui ne nécessitait pas de matériel, à part se faire un peu connaître, aller frapper aux portes et puis tenter l'aventure. Explique-nous un peu, c'est quoi ce métier de home organizer, puisque tu as quand même été vraiment dans les pionnières, si pas la pionnière en Belgique. En Belgique, oui, mais ça existait déjà en France. Le principe, c'est d'aller chez les gens qui souffrent d'encombrement matériel et de désorganisation familiale, de commencer par un grand tri par le vide, d'éliminer un maximum de choses qui ne sont pas utilisées au quotidien, qui vraiment empêchent la vie de circuler à l'intérieur de la maison, parce que tout ça est très énergétique, évidemment. Et ensuite, de mettre en place un nouveau système de rangement et une nouvelle organisation pour que tout devienne fluide. Et de là, en fait, est née ma méthode, parce qu'il n'existait pas de méthode à proprement parler. Et moi, je l'ai testée chez des gens, et je me suis rendu compte que je procédais toujours de la même façon, et que c'était efficace, et que les gens étaient contents. Et je me suis dit, je vais l'écrire. J'ai écrit la méthode de home organizing d'abord, parce que c'était vraiment la base. Et puis, j'ai développé les 2 autres tomes. Un sur l'organisation familiale, parce qu'on était vraiment là-dedans. On était vraiment dans du répartition des tâches, comment déléguer correctement à l'intérieur de la maison, comment faire participer les enfants. Enfin, le dada, en fait, de parents avec des jeunes enfants qui doivent continuer à faire fonctionner l'entreprise familiale. C'est comme ça que je l'avais appelé. J'ai été d'ailleurs rechercher des concepts dans le secteur de l'entreprise, parce qu'en fait, c'est une petite entreprise, hein, une famille. Il y a aussi des employés, des dirigeants. Il faut à un moment donné mettre un planning. Il y a des priorités. Enfin voilà, c'était le même principe. Oui, mais les termes d'ailleurs, home management, home organizing. Et puis les papiers, c'était la 3e branche. Donc vraiment la gestion des papiers qui peut devenir très très vite anxiogène pour beaucoup de gens. Donc j'ai écrit cette méthode. Et en fait, les gens venaient. C'était très drôle parce que j'étais moi-même encore vraiment dans un gros syndrome de l'imposteur. Je pratiquais chez des clients, mais je démarrais mon activité. C'était vraiment un moment surprenant. Et en fait, la presse venait tout le temps voir ce que je faisais, parce que je pense que je suis tombée à un moment où il n'y avait pas grand-chose à raconter. Donc, ils se sont dit, on va avant aller chercher du contenu. Tout cas. Ah oui, c'était bien avant. C'était donc en 2000. Aurélien est né en 2013. Hein. Oui, 2011. 2009-2011. Oui, donc... ça, j'ai vu ça date de 2013. Voilà. Plus ou moins, donc en 2012, donc ça fait, 2013. Plus de 10 ans, quoi. Les choses... Et en fait, ça s'est emballé malgré moi. Et les gens venaient non seulement me demander de l'aide, mais aussi me dire « Ah, moi, j'ai envie de faire la même chose que toi, parce qu'en fait, moi aussi, je fais ça chez moi. » Et donc, je me suis dit « Waouh, j'ai même pas encore démarré, que j'ai déjà une concurrence. » C'était ma première idée. Ma deuxième idée a été « Non, ce n'est pas une concurrence. Ce sont de potentiels autres clients auxquels tu n'as pas pensé. » Elodie, forme ces gens. Et donc, j'ai vraiment fonctionné comme ça. Je leur ai dit « Écoutez, je ne sais pas ce que vaut ma méthode. Je ne sais pas si je sais enseigner cette méthode. Je la démarre seulement. Vous ne payez pas la formation, mais vous me faites un feedback. » Et mes premières formées, ça a été comme ça. Et de là est né le syllabus et puis la formation. Donc là, ça s'est vraiment professionnalisé. Puis finalement, j'ai petit à petit arrêté de pratiquer le métier sur le terrain pour ne faire plus que de la formation.
ce qui a été un grand moment dans notre vie, parce que c'est à ce moment-là que moi, j'ai généré en tant qu'entrepreneur un max d'argent. Ça rapportait vraiment très bien, ça tournait, en fait. C'était vraiment efficace. Et j'adorais, et je travaillais une semaine à fond par mois où j'animais les formations dans notre bureau. Puis le reste du temps, je faisais de la communication, du suivi, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'écrive un livre, il faut que cette méthode soit éditée. Donc en plus, j'ai écrit les 2 livres, Home Organizing, Home Management, qui ont été édités chez Racine. Ça a donné encore un peu plus d'assises aussi à la méthode. C'est sûr que là, tu avais plus ou moins terminé avec ton syndrome de l'imposteur à ce moment-là, quand même. Oui, parce qu'entre-temps, ce que j'avais fait et qui m'a beaucoup aidé, c'est des conférences. Donc j'ai fait beaucoup de conférences où j'ai présenté en fait l'activité aux gens, parce que les gens avaient beaucoup de mal. Ils comprenaient ce que je faisais, mais ils ne voyaient pas quel était l'intérêt de payer quelqu'un pour faire venir à l'intérieur de chez eux cette personne et l'aider à ranger. Le métier de home organizer était assimilé au métier d'aide ménagère, et moi je savais qu'il y avait beaucoup plus de choses derrière, mais je n'arrivais pas à l'expliquer en 2 minutes au téléphone ou quand je rencontrais quelqu'un. Et donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire tout mon argumentaire de vente et je vais faire des conférences, pour la plupart gratuites, où les gens venaient s'inscrire, juste découvrir, et en fait, c'était hyper impactant, et je ressortais avec 1/3 des participants qui voulaient faire appel à moi. C'était comme ça, 30% des gens à la sortie des conférences demandaient de l'aide. Et donc, c'est comme ça que j'ai développé ma clientèle après. Comment tu as... en fait, ces idées, elles te viennent comment? Tu vois, bon, là, on comprend le parcours par rapport au home organizing, que tu as été formée à Paris, mais voilà, est-ce que tu as une forte intuition? Est-ce que tu arrives à écouter? Comment est-ce que tu es guidée dans tes choix? Parce qu'on sent une certaine audace, mais finalement, comment te viennent ces idées de 2 choses. Le plaisir, ça c'est sûr. En fait, s'il n'y a pas de plaisir, je ne sais pas faire. Donc, il faut vraiment que ça m'amuse beaucoup. Et la deuxième chose, c'était la pratique. Donc, le fait de le faire chez moi et de me rendre compte de l'impact. Je me disais que c'était égoïste de ne pas le partager avec d'autres gens. En fait. Tu étais convaincue. Plus que convaincue, mais convaincue par la réalité que je vivais, en fait. Et je ne faisais que raconter mon histoire. En fait, j'ai fait de la storytelling pendant 10 ans. Je n'ai fait que ça. Et c'est comme ça que les enfants ont été beaucoup médiatisés, parce qu'en fait, je ne faisais que raconter ma vie et dire voilà ce qui s'est passé, voilà comment on procède, je veux dire, je ne sais pas combien de centaines de photos de notre maison ont été diffusées de tout ce qu'on testait comme technique. Oui, voilà, et il y en a encore, et même dans le livre, etc. En fait, c'était réel, parce que c'était vraiment réel, c'était vraiment ce qu'on partageait au quotidien. Et ça, je pense que ça a inspiré les gens, parce que c'était transparent et sincère. C'était pas un truc théorique, c'était juste, je vous explique ce que j'ai fait, et puis si ça vous intéresse, faites-le aussi. Voilà, c'était vraiment dans ce sens-là que je partageais l'expérience. Et puis, ce qui a beaucoup fonctionné aussi, c'est que moi, j'ai fait plein de petits. Donc, je pense qu'on avait compté, j'étais à plus de 2000 personnes formées, partout en francophonie, parce qu'après, toute mon activité a été numérisée au moment du Covid. Et donc, ça a permis, en fait, de traverser la frontière juste de la Belgique et de la France. Donc, ça a démultiplié, en fait, le nombre de personnes touchées dans les dom-toms, au Canada, etc. Et tous ces gens se sont mis à parler. Et donc, ça a vraiment fait une boule, une boule de neige, quoi, qui a pris de l'ampleur. Et évidemment, tout ça m'est revenu x10, x100. Et comment toi, tu as vécu ce succès, cette médiatisation? Très bien. Je ne vois pas pourquoi on en aurait un problème avec ça. Lionne enflammée. J'étais hyper contente. Pour moi, c'était... En fait, il y a eu une chute après. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de chute du tout. On était à fond. On était à fond. Thibaut, il avait déjà démarré l'immobilier à ce moment-là. Donc, il était très occupé. Moi aussi, j'aimais beaucoup le fait d'être à 100 à l'heure. Ça m'arrangeait très bien. Oui, parce que du coup, tu avais les 3 enfants. Oui. Là, Salomé n'était pas encore là. Elle n'était même pas au programme. C'était non. À ce moment-là, c'était encore non. Moi, je l'avais dans ma tête, mais voilà. Et on les voyait grandir, les choses s'amélioraient. Et en fait, on voyait la perspective qui s'ouvrait avec l'argent qui rentrait. Et on se disait, OK, il va falloir faire quelque chose de cet argent qui rentre, parce qu'au quotidien, on n'a pas besoin de ces sommes-là. Il faut qu'on l'utilise intelligemment. Et on était plein de projets. On avait déjà beaucoup d'idées. Ça n'a jamais manqué, quoi. On a passé beaucoup de soirées. On se disait toujours, peut-être qu'un jour, on se souviendra de cette soirée où on a parlé de ce projet. Et c'est le projet qui aura changé notre vie. Et c'était quoi les projets, du coup, les idées? Ça partait un peu dans tous les sens? Non, mais ça a toujours tourné fort autour de l'immobilier. Oui, c'est ça. Parce que c'est notre point commun. On aime ça, on aime la brique, on aime la rénovation, on aime l'habitat. En fait, le home organizing, c'est de l'étude de l'habitat. Donc, c'était assez cohérent pour moi
que l'argent qui revenait d'un côté reparte vers le secteur de l'habitat, mais il fallait qu'on l'investisse intelligemment. Et ça, c'est vraiment sa branche à lui. Moi, je n'aurais pas choisi l'immobilier si j'avais été toute seule, mais c'était son choix et je trouvais ça très bien. Et donc, on avait déjà testé avec un premier bâtiment et le résultat était positif. Et donc, en fait, on a enclenché à ce moment-là le processus en se disant, en fait, on va mettre tout ce qu'on gagne, un maximum dans l'immobilier, pour un jour peut-être pouvoir le revendre et réaliser des rêves encore plus grands. On va y venir. Donc, le home organizing qui se développe, tu formes des gens, etc. Parallèlement, ces projets IMO. Et puis, à un moment donné, tu commences aussi à switcher vers des formations plutôt développement personnel, etc. Tu peux nous en dire plus là-dessus? En fait, tout est arrivé sans que je le veuille. Hein. Mais ça, je pense que les gens qui entreprennent le diront aussi. Il n'y a pas de... Tu fais un plan, mais ton plan ne se réalise pas du tout de cette façon-là. Voilà. Je suis 100% d'accord. Je ne me suis jamais dit que j'allais écrire une méthode, je ne me suis jamais dit que j'allais faire des bouquins, je ne me suis jamais dit que j'allais former des gens. En fait, tout ça est venu à moi. Donc, j'ai pris les opportunités. Et voilà. Et oui, après, c'est quand même aussi une capacité, je pense, que tu as assez forte, et c'est ce que je disais dans l'introduction, de rebondir en fonction de ce que tu observes comme opportunité autour de toi, quoi. Donc là, tu as vu une fenêtre. J'ai vu une fenêtre le jour où je me suis rendu compte, donc je formais 15 personnes par mois, et je me suis rendu compte que sur les 15, il y en avait 10 qui ne faisaient pas de home organizing, qui n'en faisaient jamais rien. Oui, et qui donc venaient pour autre chose. Ces gens payaient 1 000 € une formation, venaient m'écouter 5 jours d'affilée et ne faisaient jamais le métier. Et là, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Pourquoi ces gens viennent? Enfin, je sais pas, c'est quand même un coût, c'est quand même un investissement en temps, en énergie. Et donc, j'ai commencé à leur poser la question. Et ils m'ont dit, on avait envie de te rencontrer, on a envie de savoir comment tu fais pour vivre cette vie-là, parce que ça a l'air super chouette et super excitant ce que tu vis. Et donc, en fait, on s'est dit que c'était le meilleur moyen d'apprendre comment tu faisais, de venir à tes formations pour te côtoyer une semaine, quoi. Je me suis dit, mais attendez, vous n'allez pas payer 1 000 € une formation juste pour m'entendre parler de ma vie. Alors, je vais faire une autre formation qui sera adaptée à vos besoins, qui ne coûtera pas ce prix-là, parce que le principe de la formation, c'était une formation professionnalisante, donc ils investissaient l'argent pour le récupérer dans le lancement de leur activité. Là, on parlait plutôt d'une formation ou d'un séminaire de développement personnel, donc le but n'est pas d'en faire une activité professionnelle, c'était de prendre pour soi et d'évoluer. Et donc, c'est comme ça qu'est né le séminaire « C'est décidé, je change de vie ». Parce qu'en fait, j'avais découvert que moi, j'avais changé de vie par le travail de désencombrement. Toutes les sphères de ma vie avaient été impactées par ce grand travail de tri. Et alors, je recevais au quotidien, mais c'était fou, les témoignages de gens qui me disaient « Tu as changé ma vie ». Je n'avais pas changé leur vie. Ils avaient changé leur vie eux-mêmes, mais le fait de leur avoir expliqué comment procéder dans leur maison avait durablement changé leur quotidien. Et j'ai trouvé ça magique. Et je me suis dit, je vais faire un séminaire uniquement pour les gens qui veulent changer de vie. Je vais partir du home organizing, ça sera la base de mon séminaire, mais je vais développer tout ce que moi j'ai appris en termes de développement personnel qui m'a aidé à m'aligner dans mon existence. Et ce séminaire a existé. C'était un séminaire de 5 jours. J'adorais, où je faisais venir plein d'intervenants extérieurs qui venaient tous, chacun à leur façon, amener leur leçon de vie. Et elles repartaient à la fin de la semaine avec les grandes actions, je dis elles parce que j'ai toujours eu un public de femmes, qu'elles allaient mettre en place pour changer durablement tout ce qui ne leur convenait pas dans leur vie. Voilà. Et le Covid est arrivé après la 2e semaine de séminaire. Ah oui, donc c'était la 2e édition de ce séminaire, et là, juste tout se avant, faisait chez nous. On avait tout réaménagé, on avait modifié tout l'emplacement à l'intérieur de la maison pour pouvoir vraiment accueillir les gens chez nous, parce qu'entre-temps, notre bureau était devenu un salon de coiffure. On avait décidé de rentabiliser l'espace bureau en salon de coiffure. Et quand tu dis chez nous, c'est dans notre maison. Votre maison où vous avez habité tout un temps 11 ans, dans le Fenil, qui est la maison dans laquelle on a vécu le plus longtemps, qu'on a rénové, à Lèves, oui. Il y avait de l'espace, donc puisqu'on avait vidé notre maison, il y avait plein d'espace. Donc on en a fait une salle de formation, en fait, dans une partie. Et donc le Covid est arrivé, on n'a plus pu animer les choses chez nous, c'était interdit de faire venir les gens à l'intérieur de la maison. Moi, j'en avais rien à cirer, je voulais quand même continuer à le faire, mais les gens ne voulaient pas venir, donc ça bloquait. Et là, je me suis vraiment retrouvée à un moment où je me suis dit, punaise, ça y est, première grosse tuile. Moi, j'avais investi beaucoup de temps et d'énergie dans la préparation de ces séminaires, et il y avait beaucoup de gens qui avaient déjà payé les formations pour les semaines qui suivaient. Et quand on est indépendant, rembourser tous les gens, parce qu'en fait, l'argent, il circule, hein, donc il est réinvesti tout le temps, c'était vraiment nous mettre en difficulté. Et donc, je me suis dit, je ne vais pas proposer cette option-là. Moi, je n'ai pas demandé cette histoire de confinement. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se met en place. Je vais leur proposer une formation à distance. Et donc, en fait, j'ai
démarré mes premières formations à distance un peu forcées, en pensant que ça allait vraiment être chiant. Et en fait, ça a été super. J'ai vu plein d'avantages à faire les choses à distance. Oui, donc là, encore une fois, ta capacité à rebondir. Ben oui, je me suis dit, on est là, on est chez nous. Voilà, et puis finalement, en fait, ça t'a ouvert aussi une nouvelle opportunité parce que tu as digitalisé toute une série de formations. Et j'ai tout enregistré. Sur 2 mois, j'ai enregistré tous mes contenus que j'avais sous format papier et que j'avais toujours divulgué oralement. J'ai tout enregistré sous format vidéo et j'ai tout mis sur une plateforme qui s'appelle Podia. Et en fait, là, ça a été le plus gros boom de notre activité professionnelle parce que c'est à ce moment-là que les choses se sont emballées. Parce que les gens s'ennuyaient à mourir chez eux, parce que les gens étaient en train de se dire « je n'en peux plus de ma vie, je ne veux pas retourner au travail quand le confinement sera fini ». On a vécu tous un peu ces moments-là. Enfin, il y a eu beaucoup de remises en question globales chez les gens. Et donc, en fait, ils cherchaient des contenus qui allaient pouvoir être intéressants et les aider à avancer. Et moi, sans le savoir, je les ai proposés à ce moment-là. Et donc là, les gens achetaient. Je me réveillais le matin et je voyais que les gens avaient acheté des formations. Donc, je gagnais ma vie en dormant. Ça, c'était fabuleux. Là, on n'en revenait pas. Ça a été je crois qu'on en rêve un peu tous. Parce qu'à chaque achat, tu reçois un mail qui te dit que la personne a acheté la formation. Et moi, j'avais rien à faire. Tout se faisait automatiquement. Donc, le paiement était en ligne. À partir du moment où ils rentraient dans la plateforme, ils avaient accès au contenu. Ce catalogue existe toujours d'ailleurs et il continue de vivre alors que je n'en parle pratiquement plus. C'est ça qui est complètement fou. Et que les contenus sont déjà là depuis un petit temps. Un certain temps. Oui, tu disais qu'ici encore, il n'y a pas longtemps, tu as eu un renouveau. Que et je ne sais pas d'où ça vient. Exactement. Non, je ne sais pas d'où ça vient. Et les gens, chaque fois que je dis que je vais couper, ils disent mais non. Donc je ne coupe pas. Mais je ne suis plus tout à fait dans cette dynamique-là parce qu'entre-temps, donc, ça a été un très bon moment où en fait j'ai libéré beaucoup de temps parce que tout le temps que je passais à former les gens, c'était plus moi qui devais le faire, c'était ma plateforme qui le faisait. Et donc je me suis retrouvée avec plein de temps. Alors ça c'était magique. Et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ce temps? Et c'est là que je me suis dit je vais faire des cercles de femmes. Parce que de fil en aiguille, du home organizing, on était passé au développement personnel et du développement personnel, on était passé beaucoup plus vers quelque chose de l'ordre du spirituel, du féminin sacré. En fait, je n'avais que des femmes qui venaient me voir en permanence. Moi-même, j'avais vécu une expérience fabuleuse avec la naissance de Salomé à la maison. Donc, j'ai voulu commencer à partager là-dessus. Tu peux nous en parler un peu? Oui, parce que du coup, il y a Salomé, elle est quand même la petite quatrième qui est arrivée entre-temps. Donc, voilà. Et c'est quoi cette expérience fabuleuse de l'accouchement? J'ai rêvé, quand j'étais enceinte d'elle, que j'allais accoucher à la maison. Et j'ai dit à Thibaut, je vais accoucher à la maison. Et il m'a dit, ah. Okay. Voilà encore une autre chose. tu vas vraiment faire ça? Ah ben je te demande pas ton avis. De toute façon, j'ai décidé, je le fais. Ok. Très bien. Donc il a dit, je veux quand même mettre une condition. Je veux pas que les enfants soient là parce que moi je peux pas gérer les enfants. Toi, j'ai trop peur. S'il arrive un problème, je ne saurais pas qui choisir dans l'histoire. Donc moi je veux pas que les enfants soient là ce jour-là. Très bien. Ils ont été chez leurs grands-parents cette nuit-là. Et voilà. Et donc c'était magique en fait parce qu'à ce moment-là, j'ai très très bien vécu cette grossesse qui était parfaite. Les autres aussi, mais celle-là était particulièrement agréable. En plus, comme c'est une quatrième et que je ne sais pas, mais j'imagine que tu ne savais pas s'il y en aurait d'autres. Si tu l'as vécu aussi comme une dernière grossesse, j'imagine que tu as vraiment profité, quoi. Et puis, cet accouchement, parce que tu fais le lien avec cette ouverture à la spiritualité, il y a eu quelque chose qui s'est un peu déclenché à ce moment-là. Oui. J'ai écrit le récit d'accouchement qui est d'ailleurs sur mon site si vous voulez lire. Mais ce qui s'est passé, c'est que oui, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont vécu des expériences similaires. Personne n'a accouché chez soi? Non. Voilà, si. Notre Madame de Picardie. 2 fois en plus, voilà. En fait, ça demande une confiance en la vie beaucoup plus grande qu'une naissance à l'extérieur ou à l'hôpital. Après, il y a des conditions. Il faut passer 37 semaines, il ne faut avoir aucun problème détecté, il faut être à moins de 1 quart d'heure, 20 minutes de l'hôpital. Elles doivent être 2 sages-femmes en cas de problème. On ne pouvait pas monter trop haut dans les étages, il fallait descendre avec un brancard. Enfin, il y avait plein de règles à respecter pour la sécurité. Mais à partir du moment où les 37 semaines étaient passées, moi, c'était évident que j'accoucherais à la maison. Et c'est vraiment ce côté confiance que ça t'a demandé? Non, c'est ce que j'ai vécu au moment où elle est née. Mais ça, c'est la magie. C'est difficile à expliquer en 2 minutes, mais j'ai vraiment eu une connexion. Je pense qu'il y a eu il faut y croire. Je n'étais pas dans la salle si des gens croient en ça, mais il y a vraiment un tunnel qui s'est rouvert. Et ça partait de mon 3e œil et ça montait très haut. Et j'ai reçu énormément d'informations et de messages à ce moment-là. Et je ne l'ai plus jamais refermé, en fait. J'ai décidé de ne pas le refermer. Et donc, à partir de ce moment-là, c'était clair que mon activité allait prendre une direction beaucoup plus tournée vers ça.
de manière générale, la Une magie, ouverture à l'ésotérisme. plus grand que soi, Ouais. quelque chose. Et j'ai vraiment été d'ailleurs dans un état... je n'ai jamais aussi bien travaillé qu'après la naissance de Salomé. C'était un truc de fou. J'étais portée par quelque chose... T'étais dans le flow, comme on complètement, dit. complètement. Mhm. Ça, c'était des très bons moments. C'était magique parce que les enfants étaient là. Thibaut, il y a eu un moment aussi important, c'est que Thibaut a arrêté de travailler à ce moment-là, en fait. Mhm. Donc c'était sa condition, ça vous saurez tout. Il a dit, OK, à condition que j'arrête de travailler. Ok, pour Un dernier quatrième, enfant, quoi. mais à condition de... Il dit, moi, si c'est pour ne pas être là et continuer à travailler comme je le fais, je vois pas l'intérêt, en fait, parce que je n'ai pas assez de temps avec eux. Il était en manque de ça, il voulait être papa au foyer, il voulait vivre ça. Bon, je trouvais que c'était une très bonne idée. Et donc ça a été, tu pourras expliquer si tu veux, mais c'est pas simple parce qu'il travaillait dans le domaine de la construction, qui est un domaine très masculin, où les papas ne prennent pas ni leur congé de paternité, ni un congé parental. Il n'avait jamais eu le cas d'une demande de congé parental dans l'entreprise, c'est bien simple. Et lui, il est arrivé en disant, je prends un congé parental total d'1 an. 4 enfants, 3 mois chacun, c'est la loi. Je prends 1 an, je ne reviens plus pendant 1 an, quoi. Ils ont accepté, hein, et elle est née en septembre, et en octobre, il a démarré son congé parental d'1 an. Et donc, en fait, moi, je n'avais même pas encore fini mon congé de maternité, que je reprenais déjà mes formations parce que j'avais envie. Et donc, lui a pu aussi prendre le relais et tout ça. Donc, il y avait un équilibre qui s'est mis, en fait, qui t'a permis de surfer sur cette vague dont tu parles. Donc, j'étais très sereine parce que je ne la laissais pas. Elle était avec son papa. Voilà, donc, j'avais pas d'inquiétude. Et ça a très bien fonctionné comme ça. Et en fait, après, c'est 1 an, parce qu'il a mis à profit son congé parental pour, en fait, relancer de nouveaux projets immobiliers et plutôt deux fois qu'une. Il a vraiment mis les bouchées doubles. Pas du tout été inoccupé pendant cette période-là, parce qu'il y avait 3 enfants, plus un bébé, plus sa femme qui travaillait à fond, plus ses projets immobiliers derrière, donc il ne s'était pas ennuyé. Je pense que voilà. Et donc, à ce moment-là, tout fonctionnait extrêmement bien. Et il n'a jamais voulu retourner après travailler pour l'entreprise. Okay. Et entre-temps, notre activité avait pris un autre tournant. Il a décidé de rejoindre mon activité. On a décidé de faire, comment on peut dire ça, de regrouper nos activités et de créer notre société commune. Et voilà, ça fait 5 ans maintenant, 6 ans même. Mais je pense qu'on va pouvoir l'accueillir sur scène, justement. Donc j'invite Thibaut. J'ai pas de son. Il y avait une petite musique pour t'accueillir, en fait. Julien Doré, en plus. Que j'adore. Ah, toi, tu détestes, Thibaut. Du coup, tu peux prendre le micro qui est derrière. Comment est-ce qu'on peut détester Julien Doré? J'ai eu quelqu'un qui m'a dit que tu aimais bien Julien Doré. J'adore. Et en plus, c'est Coco Caline. Donc, moi, on me met souvent cette chanson parce qu'on me surnomme Coco. Mais donc je ne savais pas que toi tu détestais. Bienvenue Thibaut sur la scène. Donc voilà. Oui, elle tourne un petit peu, du coup. Ne t'en va pas trop loin. Je me tiens à elle. Mais écoute, c'était l'idée de mettre une petite musique un peu sexy pour te faire arriver, mais je ne savais pas que tu n'aimais pas Julien Doré. Pourquoi tu n'aimes pas trop Julien Doré? Je n'aime pas son style. Pourquoi? Il est énervant. Tu dis qu'il ne ressemble à rien. Il ne ressemble à rien, je trouve. Non, il est quand même méga sexy, donc je comprends pas. Non, mais on va pas faire une scène de couple, une scène de ménage. Mais donc, je me dis, est-ce qu'il y a un côté avec ce côté masculin, tu vois, parce que Julien Doré, on dirait que c'est pas le stéréotype de l'homme. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose avec ça? Parce que toi, tu es quand même un homme un peu baraqué. Ça me perturbe toujours, parce qu'elle adore toujours les hommes qui sont à l'opposé de moi. Ah, voilà. Oui, mais en attendant, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 23 ans. 24 ans. Et ça va? Ça va. Alors. C'est un petit ça va, hein. Non, je suis choquée. Alors, j'ai un petit quelque chose pour vous. Donc, mais on a entendu tout ce parcours, voilà, jusque-là. J'imagine qu'après 24 ans, vous vous connaissez quand même bien. Moi, j'ai fait appel à une petite complice dans la salle pour faire un petit jeu. Donc,
Elle m'a donné des qualificatifs. Et donc, on va commencer par Élodie. Je lui ai fait faire l'exercice. C'est Yelena qui est ici dans la salle, qui est une grande amie d'Élodie et Thibaut. Elle devait donner des qualificatifs avec chaque lettre de vos prénoms. En fait, c'est un nom, ça. Mais je ne sais plus, quelqu'un sait dans la salle quand on fait E comme Élodie, E comme... non, Je ne sais pas. vous ne savez pas? Bon, c'est pas grave. On googlera après. Donc, elle m'a dit. Et donc, tu réagiras après. Ouais, okay. C'est Yelena qui a dit. Élodie, E comme étonnante, L comme lumineuse, O comme organisée, comme personne, D comme dingue de voyage, I comme idéaliste et E comme entrepreneuriale, entrepreneuse. Est-ce que tu adhères et est-ce que tu peux commenter? On prend toutes les lettres. Étonnante, lumineuse, organisée, dingue de voyage, idéaliste, entrepreneuriale. Prends-en une et ça sera plus simple. Elle va pas savoir tout faire. Ouais, non, tu peux en choisir. Est-ce qu'il y en a une où tu te dis, oui, ça c'est vraiment juste, ou ça, non, c'est pas tout à fait. Non, pour moi, elles sont toutes justes. Oui. La plus grande, c'est l'entrepreneuriat, le côté entrepreneuriat d'Elo. Remonte-moi un peu tous les... Ah, merci. Acrostiche, voilà. Lumineuse, ça c'est vraiment... C'est ce qui t'a séduit Ah ouais. À 14 ans, quand je l'ai croisée sur la place du village. Mais c'était encore presque une enfant. Genre avec 17, hein, donc j'étais pas beaucoup plus. T'étais encore un grand enfant aussi. Non, mais c'est vrai que lumineuse dans tous les sens du terme, dans tout ce qu'elle entreprend, dans tout ce qu'elle dégage, dans tous les projets qu'elle mène. Et on le voit avec les gens quand elle dégage vraiment une énergie, et ça une de ses plus grandes qualités, je trouve. Et du coup, c'est chouette, tu peux prendre. Oui, je prends. Maintenant, il y a toujours la vie dans la famille et puis la vie à l'extérieur. Tu dis ça dans quel sens? Parce que je peux être tout à fait l'inverse. Tu peux, oui. On a toujours le revers de la médaille, voilà. Donc j'imagine qu'il y a le côté lumineux. Vous avez le beau côté. Il y a aussi parfois quelques orages. On va y venir. Et donc tu disais entrepreneuse aussi. Donc ça c'est toi tu es aussi. Enfin, toi, maintenant, tu es entrepreneur. À la base, tu n'avais pas nécessairement ce tempérament-là. J'ai entendu dire que, avant, en tout cas, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais que tu étais assez casanier, assez routinier, c'est aussi. Moi, j'étais le parfait bon petit soldat, moi. Dans quel sens? J'ai eu un parcours scolaire très classique. J'ai fait les études. J'ai respiré trop fort. C'est la tarte. Donc je disais, j'ai un parcours scolaire classique, j'ai fait les études d'ingénieur, et puis après les études, j'ai trouvé directement un boulot, j'ai été travailler, et j'aurais pu faire ça toute ma vie, quoi. Être l'employé dans une même société, voilà. J'ai été éduqué comme ça, mes parents n'étaient pas du tout entrepreneurs, et c'est Élodie qui m'a amené justement à me développer et à oser créer des choses. Et ça te faisait peur au début quand qu'elle a voulu se lancer dans l'entrepreneuriat et que tu la voyais avec toutes ces idées un peu loufoques, on pourrait dire, peut-être, enfin audacieuses. Ça te faisait peur? Tu la freinais ou tu étais plutôt encourageant? C'était encourageant, mais ça fait peur. C'est toujours quand toi tu ne l'es pas comme ça, de voir quelqu'un qui crée, c'est super motivant. Et c'est ça qui m'a poussé à un moment donné à me dire oui, si elle le fait, je peux le faire aussi, et je peux changer d'orientation et ne pas rester dans le chemin qui était tracé. Et c'est elle qui m'a permis de me lancer dans toutes mes activités. Ok, super. Alors on va faire l'exercice dans l'autre sens, du coup. Alors, donc, Thibaut, T comme tranquille, H comme héroïque, I comme ingénieux, B comme beau, A comme alpin, parce qu'il aime la montagne, U comme ultra résistant et T comme terrien. Alors, est-ce que ça te parle? Franchement, tu nous connais bien. Hein. Oui.
Et donc, quels sont les adjectifs qui te parlent le plus Oui, je veux dire alpin, c'est rigolo parce que Thibaut, il rêve de vivre à la montagne et moi en bord de plage. Donc ça fait quand même 24 ans qu'on a un conflit à ce sujet. Mais donc on essaye de faire un mix des deux. On va à la mer. Non, c'est pas vrai. Non, notre voyage ici, c'était en bord de plage, mais le suivant sera à la montagne. Donc on est assez d'accord là-dessus. On essaie de faire les deux. Mais moi, j'aime Vous avez entendu j'aime vraiment pas la montagne. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il a alpin. Donc il y avait tranquille, Tranquille, héroïque, oui. ingénieux, beau. Ah oui, ça, c'est subjectif, mais Terrien, ultra résistant. je trouve que le premier, c'était tranquille. Oui, c'est quelqu'un d'hyper tranquille, en fait. Heureusement, parce que, mon Dieu, sinon, ça serait vraiment la guerre tous les jours. Donc, j'ai très vite compris qu'on se complétait là-dessus. Qu'il doit être une éponge pour tout ce que je lui envoie tout le temps. Donc, il a intérêt à être tranquille. Maintenant, c'est un faux tranquille. Donc, c'est un peu... au fond, c'est quelqu'un de plutôt nerveux, en fait, mais qui ne va pas l'exprimer de la même manière que moi. Donc, voilà. Mais, globalement, plutôt tranquille au quotidien. Un terre-à-terre, ça c'est sûr. C'est vraiment quelque chose qui lui correspond. Moi, je suis tout le temps dans mon côté très rêveur, idéaliste, toujours plein de projets, plein d'idées, complètement sur ma planète. Voilà. Je lui sors des fois de ces trucs. Et Thibaut est très terre-à-terre. Mais je pense que c'est vraiment ça qui fait l'équilibre entre nous deux, finalement. S'il ne me ramène pas de temps en temps sur Terre, moi, je vais trop loin. Mais s'il ne faisait que vivre sa vie à terre, il s'ennuierait beaucoup. Ouais. C'est comme ça chez vous aussi. C'est sans doute un équilibre. Mais oui, de toute façon, je pense que c'est la recette recette beaucoup du de couple. Voilà, une forme de complémentarité, comme tu disais, le feu et l'eau, tout ça, quoi. On peut un peu parler du coup de de la suite de votre aventure et de ce fameux voyage. Qu'est-ce qui s'est passé là c'est quelque chose dont vous auquel vous pensez depuis longtemps, voilà. Alors moi, j'y pensais pas du tout. C'était de nouveau un projet d'Élodie. Ben non, il faut expliquer les choses. C'est toujours Élodie qui a amené les projets. Et c'est plutôt moi qui disais oui ou non, ou je disais non et finalement c'était oui. Mais voilà, c'est plutôt elle qui amène les projets. Et elle a toujours voulu voyager. Moi, c'était pas quelque chose qui était un de mes objectifs et quelque chose que je voulais absolument faire dans la vie. Et puis on en a parlé, ça faisait quand même déjà plusieurs années qu'on en parlait. On avait voulu le faire l'année du Covid, où là on avait mis les enfants, on a fait l'école à la maison. Mais bon, avec le Covid, c'était impossible de voyager. Donc on a voyagé. On n'a pas beaucoup voyagé, mais les enfants n'ont pas été à l'école, mais on n'a pas fait l'année de voyage. Et puis les années ont passé, et puis on s'est dit à un moment donné, les enfants grandissant, les jumeaux ont 16 ans, donc ils sont en 4e rénové. Mais dans 2 ans, ils vont terminer, et puis ils vont partir. Donc on s'est dit à un moment donné, si on veut le faire, c'est maintenant. Et donc, il y a eu un contexte aussi avant ça, parce que je pense que c'est ça qui peut inspirer aussi les gens par rapport... le voyage est en fait arrivé à un moment donné dans notre vie où nos projets avaient soit tous abouti, soit étaient en train de s'éteindre. Qu'il y avait vraiment un creux qui se formait dans notre parcours, parce que après la période des formations en ligne, après la période des séminaires, des cercles Valkyrie, ça s'appelait comme ça, le cercle des Valkyries. On a eu la période des impôts. Voilà, en fait, on a eu... Mais oui, on rigole, mais ça a été pour nous un très très gros stress. En fait, on a été contrôlé sur les droits d'auteur de notre activité. Droit d'auteur qui était tout à fait réglementaire, puisqu'on avait fait appel à un avocat spécialisé pour pouvoir justifier la déclaration d'une partie de nos impôts en droit d'auteur. Et en fait, le système belge, on ne va pas rentrer dans les détails, mais a décidé de saquer les droits d'auteur. Et on a fait partie de tous les gens qui ont été contrôlés à ce moment-là. Donc ça, c'était en 2022 que la démarche a démarré. Créé une loi qui est le droit d'auteur, qui est de nouveau très intéressant pour la personne qui en bénéficie. Mais de nouveau, nous, on n'avait rien demandé. C'est quelque chose qui avait été mis en place par le gouvernement. Et par le comptable. Oui, mais on ne fraudait pas, on utilisait la loi. Mais c'était effectivement pour nous très intéressant. Et
C'était une manière de payer moins d'impôts. Oui, c'est ça, tout ouais. réduit. Voilà, sauf que du coup, vous À avez pris un 5%. gros retour de veste quand ils ont modifié. En fait, on a c'était un peu... payé 60 000 euros. Ils nous ont Ouais. demandé 60 000 euros en une fois. C'était, mais bon, ça ne s'est pas fait en une fois, mais en 2022, ce contrôle est arrivé et en fait, ça a coïncidé avec un moment, vraiment un creux dans mon activité, parce qu'après le dessus, il y a toujours un creux. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça. C'est les vagues. C'est les vagues. ouais. Je crois que moi, j'arrivais vraiment à un stade de fatigue assez important après toutes ces années où j'avais été à fond. Je pense que le climat post-Covid a été très néfaste pour les entrepreneurs. Autant au moment du confinement et un peu après, on a senti qu'il y avait des mouvements, mais en fait, tout le monde est retourné très vite dans sa routine et a même replongé encore plus bas parce que les gens avaient pris conscience qu'ils pouvaient vivre autrement, mais non, on ne pouvait pas vivre autrement. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été bien du tout et beaucoup la crise financière et l'inflation, bien sûr, qu'on vit encore aujourd'hui, qui a démarré en flèche. Et en fait, tout ça a fait que tout le monde s'est replié. Nous, on l'a vécu vraiment comme ça. Hop, tout le monde a fait de la contention par rapport à son argent, nous y compris, parce qu'on devait faire très attention. Et donc, j'ai vraiment vu le chiffre d'affaires de mon activité plonger à une vitesse complètement incroyable. Je faisais même plus de 10% de ce que je faisais, mais en 3 mois, quoi. Et or, nous, on avait lancé la société, on avait fait un plan financier pour la société, et ce plan financier n'était simplement plus possible, n'était plus tenable, malgré tout le travail que je continue à faire, malgré la communication. Et en fait, ça, plus la fatigue, plus le contrôle, plus plein d'éléments qui sont venus se rajouter, en fait, moi, je me suis découragée. Je me suis dit, mais à quoi bon, finalement vouloir être toujours à fond, si c'est de toute façon pour te faire rattraper par le système, si c'est pour ne jamais être finalement contrôlé, parce que je continuais de faire le même effort, mais le résultat n'était plus là. Je me suis vraiment fortement découragée. Et donc là, toute une grosse remise en question. Oui, et cette opportunité, enfin cette perspective du voyage, qui était sans doute, j'imagine, un moyen de se dire on repart sur autre chose, en fait, on lance un nouveau projet. Cette difficulté nous a poussé à vendre notre premier appartement, nos 4 premiers appartements. En fait, on s'est rendu compte, oui, on a quand même oublié un épisode important, Colienne, qui a joué beaucoup, c'est l'autoconstruction de notre tanière. Oui. Parce qu'en fait, on a vécu pendant 11 ans dans une maison qu'on a rénovée et on a décidé, après le Covid, moi j'ai eu très peur pendant cette période-là de comment tournait le monde. Je ne suis pas très rassurée maintenant, hein, ça ne va pas mieux, mais j'ai eu une grosse peur. Et je me souviens avoir dit à Thibaut, qu'est-ce qui nous retiendra si un jour on doit quitter la Belgique, s'il y a un problème plus grand qui arrive, la maison. Et on s'est dit, ok, alors on vend la maison et on reconstruit quelque chose de passif, beaucoup plus petit, qu'on pourra laisser derrière nous si à un moment donné on doit quitter la Belgique. Enfin, c'était un peu ça l'idée, un peu une espèce de zone de repli, un entre-deux si à un moment donné ça tourne mal, quoi. Moi je l'avais vraiment imaginé comme ça, et il se fait que la dernière maison qu'on avait achetée, notre dernier petit projet immobilier, il était petit par rapport aux autres, c'était une maison et en face il y avait un terrain qui était vendu avec la maison. On s'était dit tant mieux, prenons le lot comme il est. C'était une décharge à ciel ouvert. On ne savait pas du tout à quoi ressemblait le terrain. Et donc de là est venue l'idée, mais et si on déblayait ce terrain, si on voyait si on pouvait faire quelque chose du terrain. Il s'est révélé mieux que ce qu'on imaginait, plus grand, plat, bien situé, donc à 2 minutes de notre maison. Et c'est là qu'on s'est dit, ok, on y va, on autoconstruit, on veut passer vers un habitat tout à fait différent. On est passé d'une grande maison de 300 mètres carrés en pierre à une petite maison de 100 mètres carrés ronde, en bois et plus en pierre, où on ne chauffe plus qu'au pellet, où on a les panneaux photovoltaïques, où on ne dépend plus entre autres du mazout. À ce moment-là, le mazout avait vraiment explosé, donc on s'était dit on ne peut pas continuer à mettre autant de litres de mazout dans la maison, et un tout petit terrain alors qu'on avait un énorme terrain. Et donc ça a vraiment été un point de basculement, sauf que, pour la petite anecdote, en fait, on devait la faire construire par un entrepreneur qui a fait faillite après le Covid, comme beaucoup d'entrepreneurs. Je ne sais pas si vous avez conscience du mal que ça a fait au niveau de l'entrepreneuriat en Belgique, mais ça a été catastrophique. Et ces gens ont fait faillite. Et on a reçu en fait notre permis le 6 janvier. On revient du ski, on a tous le Covid.
Je me souviens. On est au bout de notre vie, on rentre, on reçoit le document, on a le permis et en même temps on apprend que la société a fait faillite. Et en fait là j'ai dit voilà, 2 ans de travail, on avait investi de l'argent pour pouvoir faire des tests sur les sols, on avait dû faire abattre une grange qui s'écroulait sur le terrain. Oui, donc là tu te dis, on avait déjà dépensé beaucoup d'argent pour ce projet. Quoi. Et je me suis dit ben voilà, c'est foutu. Et Thibaut m'a dit ben moi je vais te la construire cette maison. Ouais. Et mais donc vraiment là, il a rebondi aussi. Oui. Et donc, je me suis dit mais oui. Mais bon sang, mais c'est bien sûr, tu vas construire la maison, mais on ne va pas faire appel à une entreprise. Et en fait, là, il y a vraiment toute une ouverture qui s'est faite. On s'est dit, ben on va vivre cette expérience de fou, on va auto-construire notre maison. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on y va. Et en fait, il a mené ça d'une main de maître. En 9 mois, même un peu moins, elle était faite. Donc... Et pendant 9 mois, je lui ai dit, on va vivre dans cette maison. Mais non, Élodie, un peu comme, non, tu n'accoucheras pas à la maison, non. Si, on va vivre dans cette maison. Rationnel, calme, tranquille, ouais. Doucement. Mais non, mais enfin, on va devenir complètement bobo. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse dans une toute petite maison et les enfants voudront jamais quitter la maison, blablabla, ok. Ben moi, je disais, si. On s'est même disputé pour le bardage parce qu'il me disait, on s'en fout, on va la louer. Non, on ne va pas la louer, on va vivre dedans, je veux choisir ce bardage. Bref, et jusqu'au bout, ça a été un conflit entre nous. Moi, je me voyais y vivre et lui pas, quoi. Et en fait, on s'est dit, on a terminé juste avant les congés, il y avait des congés scolaires, et on s'est dit, on va y aller un peu avant de la mettre à louer. On va quand même profiter de ce qu'on vient de mettre en place. Et on a dormi 1 semaine, on a pris notre petite valise de la maison qui était 2 km plus haut à la maison de 10 km plus bas, et on est resté 1 semaine. Et en fait, au bout d'1 semaine, Thibaut a dit, j'ai plus du tout envie de rentrer dans l'autre maison. On est beaucoup trop bien ici. Putain, 9 mois que je te le dis. Ça y est, le franc vient de tomber. Et Thibaut, est-ce que tu confirmes c'est dire? Est-ce que du coup, parce que là, c'est toi qui as eu cette capacité à rebondir sur, voilà, vous apprenez que vous avez le permis et en même temps que le constructeur fait faillite. Et toi, tu dis, je vais construire la maison. Donc là, c'est toi qui as fait cette preuve de capacité de rebondir. Est-ce que c'est quelque chose que tu as aussi en toi? Ce serait peut-être un point commun que vous avez? Ou c'est à ce moment-là que tu as eu l'opportunité, tu as vu cette opportunité que tu l'as fait? Ah ben moi, j'ai vu l'opportunité. D'habitude, moi, je fais faire le travail. Donc, je ne suis pas du tout un manuel. Donc, j'ai des sous-traitants avec qui je travaille depuis des années. Donc, j'ai toujours mes équipes. Et puis là, je me dis, c'est l'occasion. C'est pas très compliqué techniquement à faire. Ça reste une maison assez classique. Je dis, je vais le faire. Donc, j'ai demandé à mon cousin et un ami. Et puis, on s'est lancé là-dedans, quoi. Et ce côté savoir rebondir là-dessus, c'est quelque chose qui est naturel en toi? Ou là, c'est parce que ça a fait partie d'un cheminement vers un changement, comme tu expliquais qu'au début, tu étais plus classique, plus casanier. J'avais déjà plusieurs projets immobiliers derrière moi, donc pour moi, c'était un peu la continuité. Le fait de la faire moi-même, je n'avais pas l'impression de m'engager dans un projet. Un truc de fou. Ouais. J'avais quand même quelques logements derrière en rénovation, et je me suis dit, je vais construire une maison. C'est juste du bois. C'est juste du bois qu'il faut couper et puis assembler ensemble. Et donc voilà, c'est parti comme ça. C'est ça. Mais non, moi au début, je voulais pas du tout y vivre parce que de nouveau, on avait notre magnifique maison qui était magnifique, hein, avec un super grand terrain. Et tout le monde nous le disait quand les gens venaient à la maison. C'est la maison de nos rêves. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de cette maison, j'imagine, représenter une certaine réussite sociale, financière, etc. Oui. Montrer à ses parents, à ses amis que tu as une très belle maison. Et c'est juste ton ego en fait qui parle. Et moi, je n'étais pas prêt du tout à renoncer à ça. Mais cette maison était en fait notre prison dorée. Elle était magnifique, mais elle nous coûtait super cher en crédit, elle nous coûtait super cher en mazout. On avait un terrain énorme, donc il fallait l'entretenir. Donc tout ça avait un prix. Et en fait, toute cette réflexion est venue au fur et à mesure quand on a eu terminé de construire la maison et qu'on y est allé 1 semaine, et puis cette semaine, on est resté 9 mois. On n'est pas remonté 9 mois, enfin, on est vraiment descendu avec notre valise, on est resté 9 mois avec notre valise. On est resté là, je me suis dit, en fait, c'est juste une question, c'est juste un choix à faire. Et puis à un moment donné, j'ai fait mes calculs, mais j'ai dit, c'est complètement con de garder cette maison au-dessus qui nous coûte un fric dingue, qui est magnifique, alors qu'on peut s'en séparer, alors vivre dans un espace beaucoup plus petit, mais très bien pensé, et en fait on est tout aussi bien. Et donc, voilà, on va avancer un petit peu parce que le temps avance, donc on va quand même venir au voyage aussi. Vous faites le choix à un moment donné, j'imagine que vous vous rendez compte que comme vous êtes dans cette petite maison qui ne vous coûte pas trop cher, etc., c'est l'occasion aussi de partir vers d'autres contrées. En fait, à ce moment-là, on tergiverse beaucoup, hein.
Donc on sait qu'on veut vivre dans la tanière, elle s'appelle comme ça, la tanière, mais on ne sait pas ce qu'on va faire du Fenil, qui est la grosse maison. Et donc là, il y a quand même toute une période très longue d'incertitude avec des allées et venues. Ça, on a suivi sur les réseaux. Voilà. Là, j'ai vendre, arrêté. Pas vendre, on y va, on retourne, etc. C'était très incertain et on avait très peur de vendre la maison parce qu'elle représentait toute mon activité professionnelle, tout était là. Hein. J'avais créé tout là, j'avais tous les habitats insolites étaient sur le terrain, tout avait été enregistré là, ça voulait dire se défaire des animaux qui étaient sur le terrain, ça voulait dire se défaire d'une partie de mes activités professionnelles, ne plus pouvoir animer mes cercles sur place, ne plus pouvoir accueillir les gens dans la maison. Enfin, c'était pas juste la maison, c'était un deuil de toute une partie de notre activité, de notre vie. Ouais. Moi, j'étais très demandeuse, je voulais passer à autre chose, mais c'était dur. Et donc, finalement, on a pris la décision, mais il fallait encore réussir à la vendre. C'est pas tout de le dire. C'était un bien coûteux, donc il nous a fallu presque 1 an pour trouver l'acquéreur. Pendant ce temps-là, c'était compliqué parce qu'on avait les 2 maisons. Donc, vous imaginez, financièrement, comme c'était lourd, on vivait dans la tanière, mais on continuait de payer quand même l'autre maison. Mais l'activité continuait toujours à descendre. Donc, on s'est vraiment retrouvé à un moment donné dans un point de déséquilibre. Et c'est là qu'on a dit, vendons les premiers appartements. Et il se fait qu'on connaissait quelqu'un qui cherchait à investir et 1 semaine après, il a acheté les 4 premiers appartements. Et en fait, ça a été un point de basculement parce qu'on s'est dit, OK, si on peut le faire pour 4 appartements, on peut le faire pour le reste. On a senti que c'était là que se trouvait en fait la solution pour sortir une bonne fois de cette situation. Et on savait qu'on avait 2 options. Soit on relançait les activités à fond les ballons, on traversait le plateau de verre et on remontait encore d'un niveau. C'était une option. C'était vraiment mettre les bouchées doubles et vraiment réussir encore plus loin notre activité. Soit tout arrêter là, récupérer nos billes et changer complètement de secteur. Et ça a été une longue discussion entre nous parce que ça a impacté beaucoup de choses et on a pris cette décision-là. Et quand la décision a été prise, alors là, ça a été très vite. On s'est dit, OK, on y va, on vend. Mais ça a été des mois de travail parce qu'il faut mettre en vente, il faut trouver les acquéreurs, il y a beaucoup de passages chez les notaires. On avait entre-temps pas mal de choses à régulariser au niveau des permis d'urbanisme pour pouvoir vendre les bâtiments. On a eu des offres qui se sont... Bref, ça a été une période de grosse incertitude où on n'a pas pu continuer à avancer dans nos activités professionnelles, on n'était concentré que là-dessus. Et la dernière signature, on l'a fait, je crois, le 8 septembre et on démarrait le 15 septembre le voyage. Donc, on a vraiment attendu le dernier moment pour que tout soit vendu pour pouvoir partir tranquille. Je vois aussi un parallèle avec l'activité de home organizing que tu disais, de s'alléger. Mais là, vous avez fait un gros travail de vous alléger pour pouvoir vous envoler vers la suite. Donc là, vous prenez l'avion, vous partez. Il y a quelques images derrière vous. Donc là, c'est à Zanzibar, ça donc il y a cette photo-là aussi. En Tanzanie. Mais du coup... Je pense qu'il y a déjà pas mal de gens qui ont suivi un peu votre voyage, donc on va peut-être pas détailler toutes les destinations que vous avez faites, etc. Mais en tout cas, on a compris que vous êtes plutôt parti au soleil, au chaud. J'aurais envie de dire, mais peut-être que vous pouvez identifier 3 enseignements, choses marquantes de ce voyage, peut-être dans les rencontres, dans la nature, peut-être l'un et puis l'autre. Moi, je trouve le plus important, c'est d'avoir montré aux enfants qu'il n'y a pas que, alors nous on habite à Bois-de-Villers, qu'il n'y a pas que Bois-de-Villers, qu'il n'y a pas que l'école de Bois-de-Villers, qu'il y a autre chose et qu'il n'y a pas que les petits problèmes qu'ils peuvent avoir dans la cour de récréation et d'aller leur montrer un peu ce qui se passe ailleurs. Ça, je trouve que ça, c'était vraiment... je suis vraiment content de l'avoir fait, c'est de leur avoir montré ça. Et quand tu dis ça, c'est quoi ? Montrer qu'il y a autre chose. Et c'est quoi autre chose ? À quoi vous avez été confrontés ? Tu vois, qu'est-ce que vous avez vu de différent finalement on a vu des très belles choses, mais on a vu l'Afrique. L'Afrique, là, on prend quand même une claque. Là-bas, ils te disent ils n'ont rien. La pauvreté. Moi, je dirais plutôt le fait de vivre beaucoup plus simplement, effectivement. Oui, c'est ça. Quand on dit la pauvreté, il y a le côté difficile de la pauvreté, mais du coup, il y a aussi sans doute une manière plus simple où on se prend moins la tête, où on réfléchit à tout, etc., qu'ici en Occident, quoi. Moi, je suis revenue, je suis partie en étant dégoûtée. Donc, je crois que le mot qui me correspondait le mieux au moment de partir, c'est je suis dégoûtée. Dégoûtée du système, dégoûtée du monde dans lequel on vit, dégoûtée de la politique, dégoûtée des gens qui sont plus fiables. Enfin, j'étais vraiment dans un état où je n'en pouvais plus, en fait. J'avais vraiment besoin de vivre autre chose. Et je suis revenue, mais boostée à mort, parce qu'en fait, le monde va très bien.
on vous montre une petite partie de ce qui ne va pas et on ne vous montre que ça en permanence. Mais je vous jure que quand on voyage 5 mois comme ça, on se rend compte qu'il y a plein d'endroits hyper peace, il y a plein d'endroits où les gens sont très heureux avec beaucoup moins, il y a plein d'endroits où l'abondance est partout. Qu'on vous dise qu'il n'y a plus d'abondance, c'est pas vrai. Je veux dire, on n'a jamais vu autant de fruits, d'animaux. Il y a vraiment... En fait, voyager, c'est retrouver confiance en l'humanité. Moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Hein. Là, je sais que tout va très bien, en fait. Hein. Oui, bien sûr, il y a des guerres, bien sûr, il y a des conflits, bien sûr. Mais il y a aussi plein de très belles choses. Et en fait, c'était plein de très belles choses que j'arrivais plus à voir. Parce qu'on vit dans un contexte hyper anxiogène, parce qu'on ne nous montre jamais que des choses négatives pour nous laisser, ça c'est mon interprétation, sous la coupe des décideurs, alors qu'en réalité, il y a plein de très belles choses à faire encore. Hein. Et il y a énormément d'initiatives extrêmement positives. Et en fait, on n'a vu que ça. Pendant 5 mois, on n'a vu que du beau, puis vous avez été fort coupé des médias aussi, j'imagine. Moi, c'est mon plus gros choc en rentrant. Les réseaux et tout ça. Je me suis demandé ce qui se passait quand je suis revenue. Hein. Je dis, mais pourquoi vous avez tous cette tête-là? Qu'est-ce que vous avez, les gars? Tout va bien? On voit sur vos photos, déjà, ces photos-ci, c'est très coloré. En fait, il y a ce côté, ça foisonne de vie, quoi. Ah oui. Ça foisonne de vie et il existe vraiment plein de très belles solutions partout. Après, on peut parler de plusieurs continents, mais l'Afrique, par exemple, c'est pour moi, une partie de la solution vient de l'Afrique. Hein. Il y a une quantité de personnes, de jeunes, tout peut démarrer. On n'est plus grand-chose, nous, ici. Hein. On est vraiment le vieux continent. Moi, il y a un truc qui m'a marqué, par exemple, en Australie, c'est l'Australie est immense. Et l'Australie n'est pas fortement peuplée. 90% de la population vit sur les côtes. Il y a plein de terres encore inexploitées, inutilisées. Quand tu arrives avec une famille nombreuse là-bas, c'est alléluia. Voilà de la main-d'œuvre, voilà du monde, voilà des gens, voilà de la jeunesse. On sent vraiment qu'ils sont encore en plein en plein développement. Ils ont besoin de gens. Alors que dans notre vie de tous les jours, avoir une famille nombreuse, c'est pas spécialement bien vu. Hein. On sent qu'ici, on est trop, la surpopulation, blablabla, c'est dérangeant. Là-bas, pas du tout. Je n'ai jamais vu... Enfin, je veux dire, ne pas trouver de travail en Australie, ce n'est pas possible. Il y a du travail partout. Ils cherchent des gens dans tous les secteurs. Le secteur de la construction, on s'y est intéressé parce que c'est ton secteur. Je veux dire, si demain, on va aller vivre en Australie, trouver du travail, franchement, en 1 semaine, on trouve. Donc, je me suis dit, OK, en fait, il y a encore plein d'endroits où il y a encore possibilité de développer des choses. Et moi, j'avais l'impression qu'ici, j'étais paralysée, que je ne pouvais plus rien faire, que j'étais arrivée au bout de ce que je pouvais faire et que j'avais plus d'options, quoi. Donc ça m'a vraiment rouvert beaucoup de belles dynamiques. Et puis une certaine foi en l'humanité, en la vie. Clairement. Et du coup, peut-être dans les rencontres que vous avez faites, toi Thibaut, est-ce que, je sais pas, il y a une rencontre en particulier qui t'a marqué Une rencontre à mon... Oui, tu peux nous en parler un peu. J'ai fait mon premier tatouage en Polynésie et c'était un chaman, donc c'était vraiment très particulier. Donc c'est pas quelqu'un chez qui on va en disant je veux avoir le tatouage d'une tortue ou d'une raie. C'est quelqu'un qu'on rencontre 2 jours avant de se faire tatouer. Et moi qui suis très terre à terre, c'était vraiment super intéressant de rencontrer ce genre de personnes. Parce qu'en te parlant, il reçoit des messages qui te communiquent et tu les prends ou tu les prends pas. Mais Donc il y a quand même des choses qui t'ont dit, qui t'ont parlé, oui. alors qu'à la base, c'est pas spécialement ouvert à ça. Enfin, oui, et puis il ne me connaissait pas et c'est vrai qu'il m'a donné des informations comme ça par rapport à ma vie privée qui m'ont bouleversé. Donc voilà, je me suis fait ce petit plaisir de tatouage. Et si j'ai bien compris, du coup, le tatouage, c'est lui qui le fait un peu en fonction de... Donc, moi, je viens pas avec un dessin. Donc on parle et puis c'est lui après il te dessine et puis il te demande si ça te plaît. Et tu peux, est-ce qu'il y a, je sais pas, un élément du tatouage que tu peux nous expliquer? C'est vraiment fort lié à la famille. Hein, donc c'est ça. Il y a le symbole des 4 enfants, le symbole de notre union, du lien familial et de la force que je transmets aux enfants. C'est ça, la force tranquille. La force tranquille. Et voilà, donc c'était super bien. Je signale quand même que le tatoueur a demandé où il devait placer le 5e enfant dans son tatouage. Hein. C'est ça, donc on l'attend toujours. J'ai juste dit, donne des informations, on les prend ou on les prend pas. Il m'a communiqué cette information. Voilà.
à voir. C'était très drôle. Et toi, Hello, t'as fait aussi un tatouage? Moi, j'ai fait un grand tatouage dans le dos. Ouais, c'était particulier comme expérience quand même. Moi, je suis plutôt ouverte, hein, donc le mec, il peut me dire tout ce qu'il veut. Je suis là, tu prends, quoi. Je prends. Il faut savoir que donc on était sur l'île de Moorea. Moorea, c'est en Polynésie, et juste à côté de Tahiti. Et Moorea est le centre mondial quand on fait des études et toutes sortes de calculs qui représentent vraiment le côté yin de la Terre, donc le côté féminin. Donc on dit que la puissance du yin se trouve sur Moorea, le yin, donc le féminin sacré. Je ne le savais pas du tout avant d'y arriver et ça ne m'étonne pas du tout. Moi, c'est mon gros coup de cœur du voyage, c'est cette île magnifique. On a rencontré des Belges qui vivent sur place. J'aurais bien échangé ma vie contre la leur tellement c'est paradisiaque en fait. Ils vivent, quand il dit bienvenue dans mon jardin, en fait, il parle de son lagon, quoi. Donc, et il y a des requins, des raies, des tortues. Ils mangent assis sur une table qui a les pieds dans l'eau et les animaux sont là. C'est absolument magnifique. La nature est partout. Ça, c'est quelque chose qui m'a fascinée, cette abondance de vie sous l'eau. Moi, j'avais vraiment l'image de, il n'y a plus de coraux, les océans sont pollués. On en a vu aussi, hein, en Thaïlande, c'est ce qu'on a vu. Mais là, on a touché en Polynésie vraiment à une terre encore très préservée, très protégée et hyper abondante. Il y a des baleines partout. Tous les jours, tu vois des baleines avec des baleineaux là, devant toi, quoi. Enfin, c'est dingue. Et les gens, du fait de cette proximité avec la nature, tu as l'impression qu'ils sont un peu plus justement ouverts à ce côté un peu plus invisible? Est-ce que la spiritualité est plus présente pour eux que chez nous? Ils ont une spiritualité très très développée en Polynésie, mais la nouvelle génération, ce que j'ai entendu, c'est qu'ils étaient quand même moins... en fait, c'est un peu comme s'ils découvraient la modernité. La modernité donc, avec 80 ans d'écart. Ils rêvent par exemple d'avoir un McDonald's sur l'île. Ouais. T'es là, pardon, mais vous êtes malade ou quoi, jamais de McDonald's sur cette île? Et voilà, c'est ton projet, quoi, pour te dire. Oui. Après, c'est aussi parce que nous, on le connaît et que, voilà, évidemment que. Enfin, je sais pas, quand on était enfant, il n'y avait pas de McDo, on était content quand il y avait un McDo parce que c'est la nouveauté, parce que c'est la modernité, etc. Donc, en Tanzanie, c'est la même chose. Ils ont un premier centre commercial, et on sent vraiment que ça change complètement la dynamique. Donc en Polynésie, il y a des anciens qui nous ont dit aujourd'hui, le problème, c'est que les jeunes vont pêcher le matin et ils vendent leurs poissons et avec l'argent de leurs poissons, ils traversent en ferry pour aller manger au McDo qui se trouve sur Tahiti. Et donc, à la place de manger le poisson qu'ils ont pêché. Vous avez compris tout le travers qu'il y a derrière. Oui, c'est ça. Et donc voilà, ça c'est vrai que nous qui observons ça, on va dire avec le regard de ce que ça peut déjà créer comme problème chez nous, on se dit non, faites surtout pas ça. Mais c'est peut-être un passage obligé pour eux aussi pour comprendre certaines choses, je ne sais pas. Mais voilà, c'était une crainte que les anciens ont beaucoup expliqué sur place. Ils vendent leurs terres aussi, ce qu'ils ne devraient pas faire évidemment parce qu'ils ne peuvent plus cultiver, donc ils dépendent du coup des supermarchés avec des prix exorbitants parce que tout est importé de France et donc les gens ne peuvent plus acheter dans les supermarchés mais non plus les terres pour faire pousser leurs légumes, donc ils deviennent dépendants d'un système. Enfin bref, il y a beaucoup de questions à se poser, mais ça c'est aussi le revers du voyage, c'est tout ce qu'on a découvert en Thaïlande. Les déchets, la gestion des déchets est catastrophique. Je vous assure qu'après avoir vu ça, tu te demandes encore si tu dois trier tes PMC, parce que quand tu vois la quantité... tu te dis c'est une goutte d'eau dans l'océan. Voilà. Il n'y a pas de gestion des déchets. Le pays est énorme, mais il ne gère pas les déchets. Mais ils ont... Enfin, voilà, ils sont à un autre stade, ils ont d'autres priorités. Après, il y a quand même beaucoup de gens maintenant qui commencent... Parce que tu mets tes mains dans l'eau, tu as du plastique comme ça, on le sent. Donc là, par contre, moi, je ne faisais pas de snorkeling. Tout ce qu'on a vu, on a été déçus par la qualité de l'eau. Il y a des endroits où on n'osait même pas se baigner, tellement c'est dingue, quoi. Ça, c'est le gros revers de la Thaïlande, c'est ça, c'est la pollution. Le tourisme de masse. Le tourisme de masse, quoi. Et voilà. Et en Tanzanie, c'est les vêtements, les ballots de vêtements en fait qui sont déchargés dans l'eau. Donc tous les vêtements que nous on met ici dans les sacs des petits riens, en fait, sont compactés sous forme de ballots et vendus aux ballots dans ces pays d'Afrique. Et en fait, ils ne récoltent que certains vêtements qu'ils peuvent ensuite revendre sur leur réseau de seconde main parce qu'il n'y a pas de magasin là-bas. Donc tout est lavé et remis directement en vente. Mais les 3/4 sont jetés et pour la plupart jetés dans l'eau. Donc en fait, sur les plages, tu tires un vêtement et tu as des kilos de vêtements enterrés sous le sable.
Ça, c'est aussi la réalité de ce qu'on a vu. Oui, mais je pense que c'est important de parler de tous les bons et les côtés plus compliqués. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils vous ont dit avoir retenu de ce voyage? Bon, après, tu parlais tout à l'heure de dire, ils ont déjà repris leur vie, en plus des ados, ils étaient contents de retrouver leurs copains et tout ça, mais est-ce que vous avez l'impression que... Thibaut, tu peux peut-être nous dire ce que tu as l'impression qu'ils ont tiré de cette expérience? Alors, pendant le voyage, c'est un peu la déception, c'est qu'on espérait, tu vois, qu'ils soient vraiment ouverts, qu'ils soient vraiment contents de découvrir. Et des fois, on était un peu En déçus. fait, un enfant ne change pas, qu'il soit ici ou... Il ne faut pas croire qu'il va prendre sur lui ou qu'il va subitement arrêter de se disputer avec son frère ou sa sœur, ou que subitement il va devenir hyper curieux de tout. Il est ce qu'il est, à la maison ou ailleurs. Donc là, on s'est dit quand même, les gars, on avait l'impression qu'on allait découvrir un peu autre chose. Non, ils ont été fidèles à eux-mêmes jusqu'au bout. Il n'y avait pas un bouton magique qui fait on est en voyage, tout est beau, les enfants ne se disputent plus. Non. Mais je pense que maintenant, ils sont en train de s'en rendre compte. Surtout les jumeaux, les grands. Le fait de revenir ici, j'ai plus l'impression de se rendre compte de l'expérience qu'ils ont vécue. Et tu vois, les paysages, ils ont quand même dû, j'imagine, conscientiser... l'exception de ce que c'était de voir tout ce qu'ils ont vu, quoi. Mais en fait, un voyage, vous le vivez de l'extérieur quand vous voyez les photos, mais quand tu es dedans, tu le vis pas de la même façon. En fait, c'est du quotidien, c'est au jour le jour, il faut organiser. En fait, notre priorité le matin, c'était où est-ce qu'on va trouver du pain pour manger, où est-ce qu'on peut trouver du lait, qu'est-ce qu'on peut faire comme course. Et vu qu'on change tout le temps de lieu et tout le temps d'endroit, en fait, on est tout le temps plutôt en train de se préoccuper du quotidien. De où est-ce qu'on va dormir et comment est-ce qu'on va aller de tel endroit à tel endroit. Est-ce qu'il y a une voiture de location? Est-ce qu'il y a un taxi? Est-ce qu'il y a un autre moyen de transport? Ok, il y a 2 jours après, on doit reprendre l'avion. Est-ce que tu as payé le billet d'avion? Oui, non. Je veux dire, ça demande une gestion. Et nous, on n'avait rien préparé à l'avance. On a pris notre billet d'avion jusqu'en Polynésie. On a pris la première semaine sur Airbnb. Et puis le reste, c'était on y va, on va faire au fur et à mesure. Donc, on est dans ce qu'on vit, mais on est toujours aussi en train de prévoir au moins 1 à 2 semaines d'avance pour ne pas se retrouver sans logement. Surtout avec Élodie organisée comme personne. Oui, j'ai dû beaucoup lâcher, franchement, parce que je ne pensais pas que je pouvais partir sans avoir organisé tout ça. Aucun regret. Si on repartait, on repartirait encore plus freestyle, c'est sûr. Oui, je sais qu'il y avait ce côté bagage en tant que bon occidentaux et puis qui veut tout prévoir. On avait trop d'affaires. Vous êtes rendu. Alors que j'imagine tu avais déjà... on avait, de prendre pas trop, on avait un sac de 25 kilos par personne et en fait on est revenu avec, je sais pas, on a au moins retiré 1/3 et on a une valise entière qui était remplie de souvenirs, donc on a peut-être laissé 2/3 sur place. Oui, et surtout que j'imagine tu as vu que les gens là-bas vivent plus simplement et donc tu n'as pas besoin d'autant de matériel. Et puis il fait beau, t'es à moitié habillé toute la journée. T'as pas besoin de toutes tes affaires. On a laissé des choses en Polynésie, on a laissé beaucoup en Australie, et on a laissé tout ce qui restait encore en Tanzanie. À des gens qui. Vous avez continué votre délestage. Ah oui. D'ailleurs, je vous jure que c'est pas une blague. Quand on est rentré, les enfants n'avaient plus de chaussures et n'avaient plus de pantalons. Donc on est rentré le 15 février. Le 15 février, oui, le 16 février, avec un short et des chaussettes et des clapettes. Et enfin, ils n'avaient plus de vêtements, en fait, parce qu'ils avaient grandi en cours de route énormément en 5 mois. Et en plus, les vêtements d'hiver, c'était les vêtements d'hiver passés, puisqu'on n'avait pas acheté pendant l'été, puisqu'on savait qu'on partait. Donc, en fait, ils n'avaient plus rien. C'était la première priorité. On est rentré, c'est on va aller vous chercher quand même une paire de chaussures. Et il gelait en plus cette semaine-là, donc voilà. Bienvenue en Belgique. Ouais, ça, on se rend compte quand même que vivre dans un pays où il fait chaud, ça aide aussi beaucoup à ne pas avoir grand-chose. Vivre plus simplement. Voilà, quand on expliquait aux Maasai en Tanzanie, sur la plage à Zanzibar, que chez nous, il fallait qu'on mette des gants sur nos mains et des bonnets. Les enfants partaient le matin couverts de la tête aux pieds. Ils hallucinaient. Eux, ils n'ont pas de vêtements. Ils ont juste leur grand tissu rouge à carreaux, comme on voit dans les reportages. Ils sont vraiment comme ça. Ils n'ont rien d'autre. Un slip en dessous, et c'est tout. T'as été voir leur slip? Non, mais j'imagine qu'il y a un slip, je ne sais même pas. Non, on n'a pas demandé, mais... Et donc, pour eux, c'est hallucinant de se dire qu'on a un dressing. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est, même une garde-robe. Quand je leur disais que mon métier, c'était d'aller trier les gardes-robes des gens qui avaient trop de vêtements, il y avait vraiment un genre de gros point d'interrogation. Je ne comprends pas. Signal, quoi. Là, on perdait vraiment les gens. C'était dingue. Ce contraste-là a été très riche aussi. Voilà, ça donnait encore plus envie d'aller encore plus loin et de se dire, ouais, finalement, ça, on s'en fout, ça, on s'en fout, ça, on s'en fout. Voilà, c'était très...
On a découvert des villages Maasai où les gens vivent encore sans eau, sans électricité, en plein milieu de la montagne, en totale autarcie. En fait, c'est dingue. Hein. Voilà. Mais super, merci beaucoup pour tous ces partages. On aurait envie de continuer encore toute la nuit, toute la soirée, mais on arrive doucement à la fin de notre échange, mais il y a encore quelques petites questions. En fait, moi j'ai vraiment le souhait aussi de parler des ombres au tableau, parce que je trouve que quand on écoute des podcasts ou qu'on écoute des conférences, on voit toujours le succès, la success story, en fait, ça peut parfois générer aussi de la frustration ou du stress chez la personne qui reçoit ça, parce que se dit « Waouh, ils ont fait un truc extraordinaire, moi je suis nulle ». Mais donc je pense que c'est important de parler aussi des difficultés que vous avez traversées, donc dans tout ce parcours aussi. Du coup, Élodie, j'aurais envie de te poser la question, parce que tu as dit que justement avant ce voyage, tu as eu quand même un Dante, on a parlé aussi un peu sur les réseaux, mais est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que tu as traversé là et puis peut-être ce côté revers de la médaille dans le succès, qu'est-ce qui a été difficile aussi? C'est l'épuisement en fait, physique et psychologique d'être tout le temps sur tous les fronts en permanence. C'est l'épuisement, c'est clairement une grosse phase de ce qu'on appelle un burn-out certainement. Bon, moi j'ai pas été voir de médecin, j'ai juste su que c'était ça. De toute façon, voilà, il fallait que je trouve des solutions pour que ça s'arrête. Je pense que j'ai aussi eu à un moment donné une grosse dépendance. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais une grosse dépendance, je crois que c'est à la cortisol, c'est pour ça. C'est la fameuse hormone du stress. Et en fait, on a vécu beaucoup de stress très rapprochés avec la construction de la tanière. On a eu un gros dégât des eaux dans la tanière, donc ça on ne l'a pas dit, mais on venait de terminer la tanière et en fait on a un tuyau de la machine du lave-vaisselle qui a percé et qui a coulé de manière discrète au goutte à goutte pendant des mois et qui a en fait complètement dévasté tout le sol de la tanière. Avec pourriture, champignons en quelques semaines à peine. Et donc, il a fallu tout démonter, tout refaire, mais jusqu'au caisson du dessous. Tout ramasser à la main, ça a été horrible. Là, vraiment, moi, je pleurais tous les jours en me disant, c'est pas possible, pourquoi ça nous arrive. On a eu beaucoup de stress par rapport à la maison qu'on n'arrivait pas à vendre. Or, ça commençait à devenir vraiment lourd de gérer les deux en même temps. Et puis vous avez, je pense, eu une offre et puis ils se sont retirés. Voilà. Enfin, donc tout ça doit être extrêmement stressant. Je pense qu'on a vendu 3 fois la maison. Oui, c'est ça. On a eu une offre, les gens ont confirmé, ont signé la première étape et on a vendu tous les meubles parce qu'ils ne la voulaient pas meubler. Et en fait, ils se sont retirés au dernier moment, sauf que la maison était vide, qu'il n'y avait plus de meubles. Donc ça a été ok, très bien, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on remeuble, est-ce qu'on y retourne? Donc on a fait des allers-retours comme ça qui ont été très épuisants aussi. Et alors le combat administratif avec le service public des finances, où en fait ça s'apparente réellement à un harcèlement parce que tu reçois des recommandés sur recommandés sur recommandés dans un langage chinois que tu ne comprends pas. Face à des gens qui ne répondent pas à tes questions, qui refusent... Et qui s'en foutent. Enfin, moi, j'ai trouvé ça inhumain. Donc, pourtant, on a demandé à avoir des réunions, etc., à plusieurs reprises pour pouvoir s'expliquer. On n'a jamais été entendu, on n'a jamais été compris, on n'a jamais compris les raisons pour lesquelles c'était refusé. Enfin, moi, ça m'a été très loin. J'ai vraiment senti que ça avait touché quelque chose de l'ordre de... non-reconnaissance de tout ce que j'avais fait, en fait. C'était et ça s'est exprimé comment, du coup? Parce que, tu vois, quand on te voit de l'extérieur, on se dit, bon, bah ok, elle a une difficulté, elle rebondit et tout ça, mais tu parles quand même de pleurs et tout oui, ça. Bah, donc, plus envie de me lever, plus d'intérêt à bouger le matin, plus envie de m'occuper des enfants, plus envie de faire aucun projet, grosse fatigue, donc je ne savais plus lire. Moi qui lis beaucoup, je ne savais plus lire. J'avais des angoisses à l'idée d'ouvrir mon ordinateur et de regarder mon agenda. Je ne répondais plus du tout au téléphone. Et puis socialement aussi, peut-être moins voir des gens, moins voir des gens. Isolés, beaucoup de conflits, du coup, tu vois, qui naissent de ce mal-être. Donc plein de conflits qui s'ajoutent aux conflits, qui s'ajoutent. Donc se sentir extrêmement seul, se dire qu'on a fait tout ça pour rien. Que si j'avais su, je serais restée employée toute ma vie et je me serais pas cassé la santé en fait à vouloir faire quelque chose, alors qu'au final
voilà, le problème de sommeil, bien sûr confusion dans le couple, les enfants qui comprennent pas parce que tu changes 3 fois. Tu parles de plein de choses, ils sont là au milieu du débat, ils savent pas et qu'est-ce qu'ils foutent les parents. On fait quoi? On déménage pas, on vend, on part, on fait quoi? Enfin, ça créait vraiment une situation de tension et de stress dans la maison. Et en fait, au moment de... Moi, je suis partie l'année passée à cette époque-ci. J'ai décidé de partir 5 jours toute seule. Je me suis dit, je pars. Je vais faire 5 jours en France. C'est une très bonne solution quand ça ne va pas bien du tout. Avant de partir, Thibaut a dit, on va faire un conseil de famille avant que tu partes. Et il a, sans que je le sache, parce que je ne savais pas ce qu'il allait dire. Et il a dit, ok, vous voyez bien, maman, ça ne va pas du tout. Elle est en train de partir en sucette. Je voudrais savoir si vous êtes ok avec le fait de partir. Donc on s'en va, on prend nos valises, on part en septembre, on coupe ce truc-là, stop, on ne va pas continuer comme ça à gamberger, à rester dans ce mal-être. Blaise, t'es d'accord? Oui. Capucine, t'es d'accord? Oui. Aurélien, t'es d'accord? Oui. Salomé, oui. Ok, c'est très bien, on partira en septembre. Et donc, ça s'est décidé comme ça, en fait. On s'est dit... Et toi, ça t'a soulagé? J'ai senti qu'il y avait un truc immense qui s'ouvrait, où je me suis dit, ok, c'est bon. Pour moi, ma plus grosse hantise, c'était que tous ces problèmes, en fait, ne me permettent jamais de vivre ce rêve qui était pour moi le but de départ. Oui, c'est ça. Donc, on voulait partir. Moi, j'avais dit OK pour l'immobilier si on revend tout et qu'avec l'argent qu'on gagne, on s'offre le voyage qu'on veut vivre. Sinon, moi, je me casse pas la tête. Je veux pas garder tout ça, je m'en fous. Thibaut n'était pas dans cette dynamique-là. Mais à un moment donné, il m'a rejoint. Il a dit, t'as raison, en fait, c'est bon. De toute façon, on va tout perdre. Si on continue comme ça, on va tout perdre. Notre famille va exploser, notre couple va pas tenir, nos finances vont s'écrouler, ta santé, ça va pas. Enfin, qu'est-ce qu'on a à perdre, en fait? Rien. Alors, allons-y. Et voilà. Et donc, c'était en mai et on est parti en septembre. Donc, oui, c'est ça. Ça. Donc, on dit... C'est un peu bateau, mais on dit, oui, derrière un burn-out ou une dépression ou voilà, une grosse difficulté de la vie, il y a toujours un cadeau. Bon, et quand on est au fond du trou, on ne le voit pas du tout. Mais est-ce que maintenant, tu vois le cadeau? Oui, mais je peux vous dire que le jour avant de partir, je pensais que je ne partirais pas. Hein. Donc, je me souviens que je suis dans mon lit, c'est donc le 14 septembre, je sais que le lendemain matin, le taxi vient nous chercher, et je me dis, je ne peux pas partir. Je ne suis pas en état de partir. Physiquement, j'ai un syndrome du côlon irritable qui était exagéré depuis des mois. Je me dis, je ne tiendrai pas debout. J'avais encore fait une énorme crise une semaine avant. Je ne me sentais pas du tout en état de gérer le voyage. Mon cerveau, il va toujours pas bien. Non, je ne peux pas démarrer une aventure aussi grande que celle-là dans cet état-là. Je ne vais pas y arriver. Je ne mets pas les chances de mon côté. Je ne peux pas partir. Et puis pourquoi partir? Y a tout ce qui est là. Je pourrais aussi simplement m'offrir un temps d'arrêt ici. Pourquoi toujours se mettre de nouvelles aventures? J'étais vraiment en train de me dire, mais tu fais n'importe quoi. Juste stop, quoi. Ne pars pas. Et puis c'est trop tard, en fait. Les billets sont achetés, il faut y aller. Et donc, je suis vraiment dans le taxi en me disant, donc je vais vraiment faire ça. Donc, je suis vraiment en train de partir. Enfin, il y a une sorte de... C'est très bizarre. Les gens qui partent comme ça ne partent pas l'esprit léger, il ne faut pas croire. Hein. On était vraiment stressés. On s'est dit, est-ce qu'on ne fait pas une erreur? Aïe, 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 tout ce qui pourrait arriver. Alors là, on fait le compte de tout ce qui pourrait nous arriver en voyage. Alors, je peux vous dire que l'imagination, elle s'emballe. Hein. Tu as 4 enfants, tu as un océan. Moi, je les voyais tous noyés. Et à quel moment tu commences à voir le cadeau derrière, du coup? Alors, en arrivant, non, parce qu'on avait le décalage horaire dans la tronche. Et là, moi, je me suis dit, je t'ai même dit, je veux rentrer. Thibaut avait du mal à gérer aussi, donc il disait non, ne viens pas me dire ça, j'essaye déjà de gérer, ne me viens pas me dire que tu veux rentrer, non. Mais moi, la première semaine, j'étais pas bien du tout. Hein. Ce choc-là, tout d'un coup, ça y est, on y était, et 5 mois, punaise, c'est pas une semaine, quoi. Et tout ça pour ça aussi, tu dis, bon, en même temps, il faut que je commence à profiter, non? Oui, c'est ça, alors t'as un peu la pression, les enfants, Blaise, en tout cas, avaient beaucoup de mal au début aussi, donc on se dit, ah là là, est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce qu'il va peut-être pas être bien? Il va avoir du mal pendant le voyage? Les 2 autres qui dormaient en plein milieu de la journée, qui se réveillaient en pleine nuit, enfin, c'était pas cool du tout, la première semaine, en fait. Et puis, à un moment donné, tu te réveilles avec l'océan, le soleil, tu as une baleine qui passe en face, tu te dis, waouh, c'est quoi ce truc qui est en train de m'arriver? Tu te promènes, tu vois des trucs magnifiques. Et en fait, là, tu rentres dans le voyage. Mais il faut vraiment un temps d'adaptation. Et puis, après, on a eu un gros coup de mou en décembre. Moi, j'ai dit, je rentre. Vous me faites tout chier, que ça soit clair, je n'en peux plus. Capucine a fait une crise d'adolescence
hyper courte, mais très intense. Je ne sais pas ce qu'elle nous a fait. Dans le camping-car, on a tous cru qu'on allait la zigouiller, alors que c'est la plus calme de la famille. Donc vraiment, on s'est dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle disait, je ne comprends pas, je ne me reconnais pas. Ben nous non plus. Mais fais quelque chose, Insupportable. Mais elle était vraiment, et c'était l'impression qu'on avait, c'était plus elle, quoi. Elle n'a pas bien vécu du tout le camping-car, donc elle disait, pourvu que ça s'arrête, j'en peux plus. En fait, elle ne supportait plus ses frères. Donc elle ne supportait plus la promiscuité avec ses frères. Donc c'était des gros mots, des coups. Alors vous imaginez quand vous mettez des enfants qui ne peuvent plus se supporter dans un camping-car en leur demandant de dormir côte à côte, parce que c'est deux, hein, deux, à se coller, à se dire tu pues, dégage, à se péter dessus. Oh mon Dieu. Et c'est pas un soir, c'est 44 soirs, quoi. Donc ou sinon c'est génial. Et Thibaut disait, courage Élodie, dans 1 heure c'est fini. Mais on était vraiment comme ça. Prenons sur nous encore 1 heure, ça va aller. Enfin voilà. Donc après on était fatigués, c'était très très fatigant le camping-car, tu changes tout le temps d'endroit, tu fais 5000 km, tu roules des fois pendant 8 heures, il fait 30 degrés, tu dors sur un matelas comme ça, donc tu n'as plus d'eau. Enfin, ça faisait aussi que c'était plus compliqué, on était très fatigués. Et donc en fait on a décidé de s'arrêter à Melbourne et de ne plus bouger. Donc là on a loué un appartement 10 jours et on s'est dit on reste dans cet appartement. Je vous jure que le premier bain, le premier dodo dans un lit confortable, la première fois que tu peux cuisiner sur un truc qui te ressemble vraiment à une cuisine et tout, mais tu as l'impression que tu revis. C'était magique, quoi. Ils ont sauté sur les lits et tout. C'était enfin une chambre rien que pour nous, enfin un peu d'intimité pour chacun. Ça, l'intimité, n'en parlons pas. Il n'y a pas d'intimité. Du coup, tout ça, et puis tout ce que tu nous as expliqué aussi dans les beaux moments de ce voyage, tu as petit à petit redonné goût. Mais en fait, j'ai menacé. J'ai dit, j'ai menacé, j'ai dit, voilà, on est en décembre, moi je peux décider de la suite, on peut décider de partir. On a changé nos plans, on devait aller en Nouvelle-Zélande, on a décidé qu'on n'allait pas en Nouvelle-Zélande, on était d'accord. J'ai dit, moi, prendre un billet pour Bruxelles ou un billet pour Bangkok, ça me prend le même temps. Donc, j'appuie sur quel bouton? Parce que si c'est pour que ça se passe comme ça dans la suite, alors on ne continue pas. Papa et moi, on leur disait, on a travaillé 15 ans comme des acharnés, on a failli laisser notre santé et tout ce qui va avec, et là, on est en train de le vivre, et vous vous disputez du matin au soir. Moi, ça m'allait vraiment là. J'étais furieuse. Et on disait, vous ne profitez même pas de ce que vous êtes en train de vivre. Enfin, donc, ça, il y a eu des recadrages. Et ils ont conscientisé ça. Ils s'en sont vraiment rendus compte. Donc, à un moment donné, ils ont tenté de faire des efforts. Et donc, ça a été beaucoup mieux pendant 2 mois. Mais à la fin de 3e mois, ça n'allait de nouveau plus. Et là, il était temps de rentrer. Oui, donc, moi, je sais qu'en Tanzanie, je me suis dit vivement qu'on rentre. Là, j'en ai marre. J'ai besoin qu'ils retournent à l'école. J'ai besoin d'avoir du temps sans eux. Parce que c'est dur d'être 24 heures sur 24 à 6. Hein. Je veux dire, on a rencontré des gens. Mais on n'a pas vraiment vécu avec ces gens. Pas spécialement du lien. Oui, tu n'as pas beaucoup de vie sociale, en fait. Tu bouges tout le temps. Ah non, c'est en vase clos, en permanence, quoi. Alors, c'est génial, parce que tu fais de l'éducation H24. Donc, on a recadré plein de trucs. Et on avait vraiment l'impression d'être un peu comme des éducateurs, mais non-stop, là. Au début, on voyait plein de choses. On disait, ça va pas. Alors, on va en profiter, on a 5 mois avec eux. Donc déjà, tu parles pas comme ça, tu utilises d'autres mots de vocabulaire, tu te tiens correctement. On a essayé de recadrer tout ce qu'on pouvait et de leur apprendre plein de choses, mais c'est épuisant de ne faire que ça, quoi. Et tu n'as aucun adulte sur lequel tu peux compter à l'extérieur, donc c'est tout pour ta pomme, quoi. Avec 3 adolescents, donc c'était pas rien. Oui, et la petite Salomé. Oui, elle a été vraiment cool. Franchement, ils seraient fâchés s'ils nous entendaient, mais... C'est beaucoup plus facile des enfants de 6 ans. Voilà. Que des ados. 10 ans. Après, 6-10 ans, là, c'est parfait. J'imagine que c'est aussi sur du long terme que vous allez tous voir que, sans aucun doute, ça vous a resserré, ça a créé quelque chose de... une expérience de dingue que vous avez partagée. Le sentiment général est ultra positif, mais il ne faut pas croire que c'est... Que c'est tout beau, tout rose. Oui, mais c'était ça aussi. On vit la vie de tous les jours, mais à l'étranger, à mon avis. Oui, le quotidien revient. Hein. Il faut manger, il faut cuisiner. Il faut faire ses courses, il faut faire l'école. Il faut faire l'école. Donc, voilà. Le cadre est différent, mais le quotidien est là. Oui, c'est ça. Et toi, Thibaut, est-ce que dans ton parcours, il y a un épisode, peut-être un échec que tu as vécu, où tu t'es relevé, mais que tu peux partager un échec. Tu n'as pas eu d'échec dans ta vie? Non. Non, c'est vrai.
tu n'as pas de souvenir de quelque chose que tu as vécu comme un échec et qui a été difficile Des difficultés que tu as traversées, j'imagine, mais pas vraiment un échec. Non, c'est vrai que contrairement à elle, c'est vrai qu'Elodie a eu une enfance beaucoup plus compliquée par rapport à moi, mais non, j'ai de la chance et je touche du bois, mais non, je n'ai malheureusement pas eu... Non, mais il ne faut pas dire pas malheureusement, c'est très bien. Non, Non, mais c'est aussi révélateur. Ça vient du fait sans que doute. tu as vu ça comme une expérience, mais, Oui, c'est ça. mais quand J'allais à un dire. moment donné, on s'est retrouvé vraiment dans une situation compliquée et que... Parce qu'on a fini par ne pas gagner en fait, notre combat par rapport aux droits d'auteur. Donc à un moment donné, le coup près tombe, tu n'as plus le choix. Hein. Oui. Tu dois payer. Ouais. Ce jour-là, quand même, tu t'es dit, putain de bordel de merde. Oui, mais ce n'est pas un échec dû à moi, voilà, c'est la société qui Oui, m'a... bah, Oui, voilà. mais je trouve que c'est c'était quand révélateur même quand tu difficile. dis « je n'ai pas vraiment vécu d'échec ». Pour moi, ça exprime ta force tranquille Oui, je pense bien. de traverser des choses sans doute difficiles, parce que j'imagine que tu en as vécu aussi, et puis rien que ça, et puis d'autres choses que vous avez traversées ensemble, mais de te le dire, c'est pas un échec, voilà, sans doute j'ai appris quelque chose, et puis je continue, donc voilà, c'est quand même révélateur de cette tranquillité que tu as. C'est un état d'esprit, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, merci pour ce partage. Voilà, on a payé beaucoup d'impôts. On a dit qu'on n'en parlait plus. Hein, Ça me reste quand même un petit peu en travers de... Quand même un petit peu. Donc, derrière la tranquillité, il y a quand même un peu de nervosité C'était aussi. une très belle leçon. C'est de l'injustice, en fait. C'est ça qui est frustrant. C'est ça qui... On va pas en parler pendant des heures, mais il y a un gros problème au niveau de l'entrepreneuriat en Belgique. Il n'y a rien qui est fait pour l'entrepreneur. D'ailleurs, nous, on n'entreprendra plus comme ça, c'est clair et net. Je ne recommence pas ce cinéma, c'est terminé. Terminé. Moi, quand je vois tout ce que j'ai amené de positif, tous les gens que j'ai remis au travail en formant, l'énergie que j'ai propulsée, tu vois, autour de ces activités, rien n'a été reconnu ou... Je peux abonder dans le même sens par rapport au projet ici où on se démène, et c'est vrai que parfois on aimerait avoir plus de soutien. De soutien. Parce que qu'est-ce qui fait fonctionner le pays? C'est justement cette dynamique d'entrepreneur. Et donc, à un moment donné, voilà, moi, je ne recommencerai plus jamais des gros projets comme ça. C'est fini. On va continuer à faire plein de belles choses, mais ça ne sera plus jamais dans cet état d'esprit-là. Voilà. J'ai même pas eu une boîte de chocolat, quoi. Je paye mes impôts. On a des chocolats ici, si tu veux. Mais donc, tu dis que tu ne recommenceras plus ça. Donc, on va passer à la clôture de notre échange. Mais j'ai quand même encore quelques petites questions ici. Donc, je vais quand même... vu le timing, on va plus trop tarder. Mais vous pouvez quand même empêcher Une chacun? Oui, une chacun. Ah. En plus, je sais c'est qui l'a écrit. C'est toi, Aurore, parce que je t'ai vu écrire montant. Elle dit quel est le montant de la totalité du voyage à 6. J'ai d'abord un truc à dire par rapport au montant. C'est très bien, c'est du concret. J'ai un truc à dire, c'est que ça dépend. Le montant dépend des destinations choisies. Nous, on a choisi des destinations qui étaient coûteuses sur papier et qui se sont révélées réellement coûteuses. Donc voilà, dès qu'on va dans des pays comme l'Australie, Hawaï, la Polynésie, ce sont des destinations coûteuses. La vie coûte cher. Ce sont aussi des destinations lointaines, donc les billets d'avion sont plus chers. Ça joue beaucoup. Si on veut diminuer les budgets, il faut se retourner vers l'Asie. Et encore, en Thaïlande, on a payé moins, mais on n'est plus au prix de la Thaïlande des années 2000. Ne rêvez pas. Il faut aller alors dans des pays qui sont beaucoup moins visités que la Thaïlande si vous voulez vraiment payer moins. Ou vers certains pays d'Afrique ou des zones vraiment pas touristiques. Deuxième chose qui joue aussi, c'est comment vous vous déplacez. Donc nous, on avait décidé de se déplacer en avion, de passer d'un endroit à l'autre en avion. On a même des fois pris des avions en interne pour aller plus vite. Ça aussi, c'est le moyen de transport qui coûte le plus cher. On aurait pu faire beaucoup d'autres... De rester plus longtemps à certains endroits et faire peut-être des trains à l'intérieur des pays, comme on le fait par exemple au Laos, etc. C'est tout à fait faisable. Oui, et puis moi j'avais aussi des conditions, c'est que je voulais bien partir, mais je voulais être dans des beaux endroits au niveau des logements. Oui. Je voulais pas embarquer... Pas sac à dos, routes... on aurait pu le faire tous les deux, mais j'avais pas envie d'emmener tout le monde, les enfants, dormir dans des trucs qui ressemblent à rien. Voilà. Je me suis dit, c'est un voyage qu'on s'offre, c'est vraiment du pur plaisir. Il y a aucun l'objectif, c'était de prendre du plaisir et que ce soit positif. Donc moi, je voulais pas aller dans... Voilà, je voulais me faire plaisir. Et donc c'est vrai qu'on a chaque fois choisi des maisons
qui avait un budget. Et du coup, est-ce que vous êtes OK de partager l'info pour eux, il n'y a pas de problème. Donc je sais que vous êtes plutôt dans une démarche de transparence aussi par rapport à l'argent. Moi, j'ai aucun problème par rapport à... n'oubliez pas qu'on est 6. Oui. Puis l'argent, c'est que de l'argent et voilà. Donc, et on ne s'est privé de rien. Et on a fait... Et ce qui coûte très cher aussi, c'est les activités. Donc ça, il ne faut pas oublier. Parce que, OK, vous allez compter votre billet d'avion, vous allez compter vos logements. Nous, on n'a fait que des maisons Airbnb ou Booking. On n'a pas fait d'hôtel, on n'a pas choisi ces moyens-là. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et on a fait plein d'activités. Donc en fait, on s'est toujours dit, on est là, on reviendra peut-être plus jamais. Tant pis, on l'a fait cette sortie bateau. Tant pis, on l'a fait cette excursion à Pearl Harbor. Enfin, on s'est dit, on y va. Et ça, x6, avec 3 enfants qui comptent plus comme des enfants. Hein, donc ça c'est pas gratuit pour les ados. C'est le prix plein. On a payé 120 000 € pour les 5 mois. Oui, c'est ça. Et le budget a fortement... ce qui nous a coûté aussi, c'est surtout la fin du voyage. Donc en fait, on a voulu faire un safari en Afrique. Le safari, c'est incroyable. C'était déjà une grosse partie du budget aussi. Enfin, je veux dire que ça gonfle vite le budget. C'est vraiment très très cher. Mais voilà, c'était un choix. On s'était dit... Oui, mais voilà, vous aviez travaillé 15 ans pour faire ça. Et, ils auront un peu moins d'héritage. C'est sûr, voilà. Ils auront une autre forme d'héritage. Ils auront donc c'est vrai que un héritage mais je pense que tu peux le faire. Émotionnel, moral, intellectuel. Oui, mais on n'a aucun regret. Hein. Je veux dire, on le referait sans hésiter. Hein. On s'est vraiment dit, on vit notre truc. En fait, nous, on a une notion de l'argent qui est un peu particulière, mais pour nous, c'est des chiffres, en fait. On sait qu'on peut recréer des choses, on sait qu'on peut relancer des projets, on sait aussi, en fait, ce qu'on a fait quand on a revendu les appartements, c'est qu'on a remboursé tous nos crédits. En fait, on savait qu'en revenant, on revenait avec des dépenses minimum. Donc, et on a pris ce qui restait et on s'est dit, maintenant on voyage avec cette somme-là. Et il reste quand même encore une petite partie. Donc, et il nous reste encore un appartement qu'on a mis de côté en 4. On s'est mis en sécurité, on a mis plein d'airbags partout. Ça, on ne doute pas que vous avez quand même. On a anticipé ça. Tout ça est bien réfléchi, donc, on avait prévu 90 000 et ça a été 120 000. Donc, il y a quand même eu c'est quand même une grosse différence. Un montant supplémentaire. Oui. Le fait qu'on n'ait rien réservé à l'avance, ça joue beaucoup aussi, parce qu'alors on n'a pas bénéficié des prix avantageux. Enfin, je veux dire, on disait dans 3 jours on prend l'avion, on cherchait l'avion, on partait. Enfin, oui, c'est donc ça. on n'avait pas les prix pleins. On avait les prix pleins. Et le camping-car est très cher, donc il ne faut pas croire que le camping-car est moins cher qu'un autre moyen de voyage. Ce n'est pas vrai, parce que le camping-car coûte très cher, plus les parkings, les campings toutes les nuits, et de nouveau les activités. Hein. Les activités, pour vous donner une idée, une activité de une journée à 6 en Australie, c'était 800 €. Hein. Voilà, pour une sortie sur une île. Hein. Donc, voilà, et en plus, il a plu toute la journée. Donc, ça, évidemment. Là, on était dégoûtés. Vous aviez un bout de Belgique avec vous. Ouais. On va passer encore à une petite question, c'est bon ? Tu peux la remettre dedans. Le retour à notre réalité est certainement difficile. Qu'en est-il pour vos enfants ? Non, c'est pas. Enfin, pour moi, c'est pas difficile du tout. C'est même très gai, je trouve, de revenir, de revoir la famille, les amis, de retrouver sa maison. La force tranquille. Moi, quand je suis parti, j'étais pas comme dans l'état d'Élodie où moi j'étais bien. J'avais pas ce besoin de partir absolument. Et donc moi, je suis rentré de manière très positive, retrouver les copains. Et ce qui est bien dans notre situation, c'est qu'on n'avait aucune obligation professionnelle. Donc on est rentré, on s'est dit qu'on va rentrer, on va digérer le voyage, on va se remettre à notre aise, et puis au fur et à mesure, on va se remettre à rechercher du travail, des choses comme ça. Mais on a croisé des tours du mondistes qui disaient je reviens le 5 mars, j'invente, 2025, et le 6 mars, je recommence au bureau. Et là, je me disais, oh putain, comment ils vont faire un truc pareil, mais au secours. Mais je préfère encore que mon avion se crache, parce que ce contraste-là, il est vraiment très, très dur. Nous, on s'est dit, on a des projets, Thibaut est déjà relancé, etc. Ça fait un mois qu'on est rentré, donc on va vite, mais on n'a pas l'obligation de retourner quelque part. Donc voilà, ça joue beaucoup. Et les enfants, super. Hein. Ah, les enfants, oui. Aurélien, il a déjà envie de repartir. Oui. Lui, il n'aime pas trop le côté école, quotidien, répétitif. Il me parle tout le temps de Waikiki, il veut retourner à Waikiki, il rêve de Waikiki. Pour lui, c'était l'idéal, le coup de cœur de cette plage au milieu de la ville. Enfin, il a trouvé ça génial. Blaise, il travaille dans une ferme, il est agriculteur déjà, passionné depuis des années. Donc lui,
il est très content de retourner à la ferme et il n'est pas du tout question de l'empêcher de vivre sa saison du printemps et de l'été à la ferme. C'est sa priorité absolue. Donc lui, il ne repartira pas avant 7 ans. Lui, il anticipe déjà le futur, lui. Oui. Lui, il dit, j'ai fini ma réto, je pars en Australie, je vais travailler dans les fermes. C'est sûr. Donc il dit, il n'y a plus de discussion. C'est bien, vous aurez une bonne raison d'y retourner. Ouais. Et Capucine, elle a dit hier, si vous me demandez de repartir, moi je repars pas maintenant. Donc elle a dit, je peux pas. Ok, je veux bien partir une semaine en vacances, ok, mais moi je suis pas du tout prête à repartir. Je crois qu'elle est très contente d'avoir retrouvé son groupe d'amis. Oui, c'est vraiment aussi l'âge socialisation et tout ça. Donc, Et Salomé, elle trouve que quand même la vie était mieux en voyage, quoi. Les devoirs, c'est chiant. Elle faisait grève pendant le voyage. Première primaire, Salomé. Oui. En fait, donc 6 ans, elle a 6 ans. Et c'est la plus, comment dire, elle ne comprend pas pourquoi elle doit aller à l'école, pourquoi elle doit travailler après l'école. En fait, elle n'a jamais vécu ça et elle arrive en cours d'année où les enfants sont déjà bien lancés. Et on était très cool avec elle pendant le voyage. Donc, ce contraste-là, c'est un peu dur. Donc, voilà. Après, elle a du retard en lecture, en écriture. Donc, il faut qu'elle mette les bouchées doubles. Elle a bien compris que c'était nécessaire. Elle le fait. Mais elle trouve quand même que c'était vachement plus gai quand on était dans la piscine, quoi. Voilà. C'est plus innocent, mais... Oui. Les grands, par contre, au niveau scolaire, ça, c'est aussi important. Ils ont été à l'école, à la maison, donc à distance pendant 5 mois. Ils n'ont aucun retard. Donc c'est hallucinant. On n'a rien